Alors, bonjour à tous. Donc, pour la séance de cette semaine qui est sur la publicité numérique, donc la partie 2, nous allons aborder en fait, premièrement, on va parler vraiment des achats en mode programmatique. Donc, on va vraiment passer au travers de qu'est-ce que c'est dans le fond la programmatique, comment ça fonctionne, puis c'est quoi les avantages de tout ça. Ensuite de ça, on va parler de stratégie d'audience et donc de ciblage publicitaire. Et on va terminer la séance avec les modes d'achat lorsque on travaille, lorsque l'on effectue en fait des achats de publicité numérique. Alors, ça m'amène à vous parler d'achat en mode programmatique. En fait, quand on parle d'achat en mode programmatique, ce qu'il faut savoir, c'est que des achats en mode programmatique, c'est pas une stratégie, c'est pas une tactique média, c'est vraiment plutôt un mode d'achat. Donc, la programmatique, qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'intelligence marketing qui va consister en fait à utiliser la technologie pour venir automatiser l'achat, le placement et aussi l'optimisation de la publicité en ligne. Donc, l'objectif ici, c'est venir maximiser la performance, c'est venir simplifier aussi le travail entre l'annonceur et l'éditeur. Ce type d'achat-là peut se faire, bien sûr, pour tout le volet des bannières display. On peut le faire en mobile, pour de la vidéo. C'est aussi possible au niveau des médias sociaux. Il y a quelques DSP, en fait, qui vont permettre d'acheter, par exemple, du Snapchat, d'acheter donc du Facebook directement en achat de programmatique. On va voir un petit peu plus tard qu'est-ce que c'est spécifiquement un DSP. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que actuellement, c'est possible aussi de le faire. C'est sûr qu'on n'a pas encore toutes les possibilités, mais on peut le faire au niveau de la radio numérique et je vous dirais que on peut aussi le faire en radio traditionnelle. Aux États-Unis, en fait, c'est beaucoup plus avancé. Au Québec, c'est encore très jeune. C'est pas encore quelque chose qui est vraiment disponible. Par contre, au niveau de l'affichage, on peut maintenant au Québec commencer à le faire. Et je vous dirais que la télévision aussi, c'est quelque chose qui présentement, il n'y a pas encore beaucoup de possibilités. Il y a quelques tests qui s'effectuent au Québec. Donc, dans les prochaines années, c'est quelque chose, c'est un phénomène donc qui va être de plus en plus présent. Donc, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que de l'achat de programmatique, c'est vraiment pas une tactique média, c'est vraiment plutôt un mode d'achat. Ça nous permet simplement d'optimiser, en fait, d'acheter, d'automatiser, je dirais, l'achat publicitaire. Donc, en fait, les avantages que les achats automatisés, donc les achats en mode programmatique, peuvent apporter, eh bien, d'un point de vue annonceur, c'est vraiment qu'on passe d'une logique de media planning. Avant, on achetait beaucoup des sites. On essayait de regarder, en fait, quel site web permet de peut-être surindexer sur la cible qu'on cherche à rejoindre. Donc, ça, c'était un petit peu de cette façon-là qu'on achetait avant. Et maintenant, avec les achats de programmatique, ça nous permet de passer plutôt sur une logique d'achat d'audience. Donc, on n'est vraiment pas sur des achats de sites. C'est pas un site qu'on cherche à rejoindre. Au contraire, c'est vraiment on cherche à acheter une audience. Donc, peu importe sur quel site cette personne-là ou cette audience-là va se retrouver. Ce qu'on cherche à faire, c'est rejoindre une audience plutôt qu'un site. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages parce que ça va nous permettre d'afficher en fait la bonne publicité à la bonne cible au bon moment et ce aussi sur la bonne plateforme. Fait que c'est sûr que d'un point de vue annonceur, les achats en mode programmatique viennent vraiment simplifier, viennent vraiment optimiser en fait tout le processus donc de performance publicitaire. D'un point de vue éditeur, bien sûr, il y a aussi énormément d'avantages parce que de leur côté, les achats en mode programmatique, ça leur permet vraiment de vendre beaucoup plus d'espace vendu de façon automatisée. Donc, ce qui n'est pas vendu en mode direct, eh bien, dans ce cas-ci, va être distribué donc au niveau des achats de programmatique. On va voir un petit peu la séquence un petit peu plus tard dans la séance parce qu'il y a deux types d'achats de programmatique. Il y a de la programmatique directe et il y a du real-time bidding. Donc, d'un point de vue éditeur, il y a quand même, bien sûr, tout un processus pour faire la vente d'espace publicitaire. Donc, de leur côté, au niveau des éditeurs, ça leur permet vraiment de venir maximiser leurs sources de revenus. Alors, simplement, une petite statistique ici pour vous démontrer que l'achat en mode programmatique a vraiment connu une croissance à travers les années. Et je pense que c'est un phénomène, en fait, là, qui va continuer de croître. En 2017, là, dans le fond, la prévision qui avait été faite à ce moment-là, c'était que le 2 tiers des achats display
dans le fond, soit effectués en achat de programmatique. Je pense que c'est à peu près là, la statistique actuelle qui, dans le fond, qui peut y avoir dans le marché. Alors, je pense qu'en 2018 et dans les années à venir, c'est encore un phénomène qui va continuer de croître. Alors, bien que la programmatique, en fait, ça permet de simplifier tout le processus entre l'annonceur et l'éditeur, eh bien, pour simplifier le processus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un écosystème technologique derrière qui est vraiment, vraiment très complexe. Donc, je vous montre, en fait, simplement un petit graphique, en fait, de l'IAB Canada qui vous montre un petit peu tout cet écosystème au niveau là, vraiment le plus du demand side. Donc, vous allez voir, il y a énormément d'intervenants là, qui viennent jouer un rôle et qui permettent en fait de rendre possible cette automatisation de l'achat média. Donc, on va le voir un petit peu plus en détail. On va voir en fait les principaux éléments qui composent vraiment les achats programmatiques. Je vous montre cette fois-ci un graphique, encore une fois, de l'IAB qui vient montrer en fait plus l'écosystème, mais plus au niveau du supply side. Donc, encore une fois, là, on y arrive, on va voir vraiment plus spécifiquement qu'un supply side et qu'est-ce que plus le volet du demand side. Donc, fait que c'est simplement pour vous montrer en fait tous les intervenants et l'écosystème technologique qu'il y a derrière les achats en mode programmatique. Alors, je veux vous parler en fait du fonctionnement de la programmatique, parce que la programmatique, c'est quand même un écosystème qui est très complexe, donc il faut bien comprendre quand on fait nos achats, finalement, qu'est-ce qui s'offre à nous. Donc, premièrement, il y a deux types d'achats de programmatique. On peut acheter de la programmatique directe ou on peut acheter en fait de la programmatique real-time bidding. La distinction entre les deux, il faut se poser la question, est-ce que l'inventaire est acheté par enchère? Est-ce qu'on doit bider en tant qu'annonceur pour obtenir finalement, finalement des impressions publicitaires? En fait, si la réponse est oui, s'il faut bider, vraiment il y a l'intervention d'un enchère, on va être dans ce cas-ci dans du real-time bidding. Et à l'inverse, sinon, on n'a pas de bid à faire, mais plutôt on va avoir vraiment une négociation quand même directe. Bien sûr, l'achat est automatisé, mais il va passer par une négociation directe. Eh bien, dans ce cas-ci, on est sur de la programmatique directe. Alors, on va commencer avec le plus simple. La programmatique directe, c'est un petit peu plus simple en tant que processus. Il y a deux types de programmatique directe. On a de la programmatique directe garantie et on a un prix fixe, un preferred deal. La distinction entre les deux, c'est que si on achète de la programmatique directe, mais que vraiment nos inventaires sont garantis. Donc, on a négocié, on a un genre de deal ID avec différents partenaires. Donc, souvent, ça va être des partenaires plus premium. Par exemple, je vous donne différents exemples. Ça peut être avec Météo Média. Ça peut être des portails un petit peu plus de qualité ou de type premium. On peut aller négocier avec eux. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment en bout de ligne, le seul élément qui change de l'achat direct qui ne passe pas par de la programmatique, c'est que dans ce cas-ci, oui, ça va être acheté de façon directe, mais on n'aura pas besoin de prendre le téléphone puis communiquer avec finalement l'éditeur. C'est qu'on va au préalable avoir négocié avec l'éditeur. On va avoir un numéro de deal ID qu'on va rentrer dans nos achats, donc dans nos plateformes d'achat. Et dans ce cas-ci, on peut avoir donc de la programmatique directe garantie. Donc, on est certain d'avoir la livraison du nombre finalement d'impressions qu'on va avoir achetées. Donc, le nombre d'impressions est garanti. Et l'autre type d'achat de programmatique, dans ce cas-ci, ce sont finalement de la programmatique directe, mais les inventaires, dans ce cas-ci, ne seront pas garantis. Donc, on va dire, voici, c'est un prix fixe, j'achète pour tel prix fixe, puis peu importe finalement si l'éditeur est capable de distribuer l'entièreté finalement des achats qui ont été effectués ou non, eh bien, c'est le prix qu'on paye, puis peu importe le nombre d'impressions finalement qu'il y aura, ce sera le prix qu'on aura payé. Donc, ça, c'est vraiment pour le volet de la programmatique directe. Donc, on se rappelle, il n'y a pas d'enchère qui intervient dans de la programmatique directe.
On peut soit avoir une programmatique avec un nombre d'inventaire garanti, donc ce qu'on a acheté, c'est véritablement ce qui sera livré, ou on peut avoir un achat de programmatique direct, mais dans ce cas-ci, on paye un prix fixe, peu importe le nombre d'impressions qui auront été livrées. À l'inverse, si en fait il y a vraiment un bid qui intervient dans le processus, eh bien dans ce cas-ci, on est vraiment sur de l'achat de programmatique, mais on est dans la catégorie de real-time bidding. Encore une fois, quand on achète avec du real-time bidding, on a deux types finalement de marchés dans lesquels on peut venir acheter notre publicité, donc nos espaces publicitaires, nos audiences. On a les marchés publics puis on a les marchés privés. Donc, la différence entre les deux, c'est qu'un marché privé, dans ce cas-ci, c'est qu'il y aura un nombre restreint d'annonceurs et d'éditeurs. Donc, dans ce cas-ci, en tant qu'annonceur, je vous dirais qu'on va savoir un petit peu plus sur le type de site sur lesquels on va apparaître. On va avoir peut-être de l'inventaire un petit peu plus de qualité que si on s'en va sur un marché qui est un open exchange, donc qui, dans ce cas-ci, va être offert à tous. Donc, tous les annonceurs, tous les éditeurs peuvent apparaître à l'inverse sur le marché public. Donc, quand on fait nos achats de programmatique, on peut avoir le choix, on peut décider en fait d'acheter sur des marchés privés ou est-ce que là, dans ce cas-ci, je répète la caractéristique, c'est vraiment qu'on aura un nombre d'annonceurs et d'éditeurs qui va être plus restreint. C'est pas tout le monde qui peut aller sur dans le fond, ces marchés privés-là. Et on a le marché public qui, dans ce cas-ci, tout le monde peut vraiment venir acheter et vendre des espaces publicitaires. Fait qu'en gros, c'est un petit peu le fonctionnement à haut niveau, donc de l'écosystème. Donc, on résume l'achat de programmatique, on a vraiment de la programmatique directe et ça, il n'y a pas d'enchère, ou on a du real-time bidding, il y a vraiment de l'enchère. Au niveau de la programmatique directe, on peut avoir des inventaires garantis ou plutôt un prix fixe, peu importe le nombre d'inventaires qui seront livrés. Dans le real-time bidding, on peut avoir deux types de marchés. Le open exchange, qui dans ce cas-ci, tout le monde peut acheter, ou le marché privé, qui dans ce cas-ci, vont être vraiment plus restreints en termes de nombre de vendeurs, d'éditeurs finalement, et d'annonceurs. Simplement une petite statistique que j'aimerais vous montrer entre le marché des États-Unis et le marché du Canada. Dans ce cas-ci, on est vraiment sur la programmatique real-time bidding. En fait, ce qu'on voit, c'est que aux États-Unis, les gens vont beaucoup, je dirais, plus acheter dans les open marketplace. Donc, dans ce cas-ci, on voit là, que c'était 91% des achats là, c'est en Q2 2015, mais la tendance est encore présente. En fait, aux États-Unis, finalement, les annonceurs souvent vont peut-être plus avoir une tendance à vraiment aller dans les open marketplace, tandis qu'au Canada, on est un petit peu plus, peut-être un petit peu plus frileux. Dans ce cas-ci, on voit qu'à l'inverse, oui, c'est bien sûr, la majorité va quand même dans les open marketplace, mais on voit quand même que vraiment les marchés privés sont quand même très importants dans les achats real-time bidding. Dans ce cas-ci, c'était 35% là, finalement des annonceurs qui achetaient, qui mettaient en fait 35% des investissements qui étaient plus attribués finalement dans les private marketplaces. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est sûr, si on est dans du open marketplace, on va avoir quand même un volume d'impressions disponibles qui va être beaucoup plus élevé versus les private marketplaces que là, c'est sûr qu'en ayant un nombre plus restreint finalement d'annonceurs et d'éditeurs, eh bien, c'est sûr que aussi on a un nombre plus restreint d'impressions. Souvent, je dirais la majorité, quand on achète finalement du real-time bidding, bien souvent, on va quand même venir un peu diversifier nos investissements. On en place une partie dans du open marketplace, puis on en place une autre partie dans du private. Fait que ça nous permet d'avoir quand même un équilibre entre des fois un petit peu plus de qualité, mais aussi suffisamment de volume parce qu'on se rappelle, on achète en programmatique. L'avantage, on n'achète pas des sites ici, on achète des audiences. On cherche donc à, dans le fond, maximiser les impressions publicitaires sur les personnes qu'on cherche à rejoindre. Alors, je veux juste revenir sur la programmatique directe, juste pour m'assurer en fait que c'est clair pour vous, mais je veux aussi vous donner un petit peu pourquoi est-ce que c'est quoi l'avantage finalement dans ce cas-ci d'acheter en programmatique directe versus peut-être de pas acheter en programmatique, d'acheter hors programmatique, mais de façon directe. Alors, on se rappelle, la programmatique directe, c'est un processus d'achat automatisé où l'inventaire acheté n'implique aucune enchère. Donc, dans ce cas-ci,
on va vraiment donc acheter des inventaires publicitaires en temps réel à un prix contrôlé, comme on le disait tout à l'heure, soit avec inventaire garanti ou sinon ce sera un preferred deal, donc un prix fixe et peu importe le nombre d'inventaires qui seront livrés. Par contre, pourquoi en fait acheter en programmatique direct plutôt que de passer en direct hors programmatique? Bien, c'est sûr que oui, ça l'automatise, c'est beaucoup plus simple. On va aller négocier avec différents partenaires, différents éditeurs. On va aller négocier donc ce qu'on appelle des deal ID qui vont nous permettre donc d'avoir accès à leur inventaire publicitaire. Par contre, on se rappelle, l'avantage premier des achats de programmatique, c'est oui d'automatiser, mais ça nous permet aussi de venir en fait acheter des audiences plutôt que de venir acheter des sites. Donc oui, dans ce cas-ci, on peut travailler avec des partenaires spécifiques, mais c'est pas d'acheter un nombre d'impressions, c'est vraiment, oui, d'acheter un nombre d'impressions, mais auprès des audiences qu'on cherche à rejoindre en tant qu'annonceur. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est que on va utiliser on va le voir tout à l'heure, on va utiliser en tant qu'annonceur, on utilise un DSP, le Demand Side Platform, qui est vraiment finalement un outil d'achat. Et ça, dans le fond, ça va nous permettre d'avoir accès à des ciblages publicitaires et ça nous permet même, en fait, dans notre stratégie d'audience, d'aller chercher donc notre first data. Donc, par exemple, les gens qui pourraient venir sur notre site web, faire un lookalike sur ces gens-là ou les gens qui viennent sur notre site web, mais encourager un réachat ou qui n'auraient pas effectué un élément spécifique qu'on cherche à venir maximiser. On peut reprendre toute cette donnée-là et essayer, en fait, de par notre achat publicitaire, peut-être, de nous assurer que c'est ces gens-là en premier qu'on va exposer notre publicité. Fait que la programmatique directe, donc avec ou sans inventaire garanti, ce que ça nous permet de faire, ça va nous permettre, versus, mettons, un achat direct hors programmatique, ça va vraiment venir nous aider à s'assurer de venir maximiser les dollars publicitaires sur les bonnes audiences. Donc, de par les segments qui sont disponibles dans le DSP ou de par l'utilisation du First Data que vous pouvez avoir en main de votre côté pour venir maximiser finalement les achats sur les audiences les plus profitables en tant qu'annonceur. Fait que je vous dirais que c'est vraiment qu'est-ce qui vient distinguer et pourquoi, en fait, si vous avez le choix d'aller sur de la programmatique directe versus des achats hors programmatique, c'est pourquoi moi, je pense que idéalement, vous êtes mieux d'acheter en programmatique directe parce que vous avez vraiment un contrôle plus absolu sur vos audiences. On se rappelle, l'avantage premier d'acheter en programmatique, c'est vraiment qu'on achète des audiences plutôt que d'acheter des sites. Tandis que le deuxième type de programmatique qui est très populaire, c'est la programmatique real-time bidding. Dans ce cas-ci, ça demande l'utilisation d'une plateforme d'échange d'espace publicitaire. Puis ça, on va le voir plus en détail. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est lorsqu'une page web se télécharge, l'information va être passée à cette plateforme qui va permettre finalement d'attribuer l'espace en enchère à l'annonceur qui va avoir offert le prix le plus élevé. La publicité qui aura gagné l'enchère va être donc affichée dans l'espace disponible. Puis il faut savoir que l'enchère va s'effectuer au même moment que la page se télécharge. C'est des millisecondes en réalité. Donc l'espace publicitaire disponible va avoir une valeur différente d'un annonceur à l'autre en fonction du site, en fonction de la pertinence pour l'utilisateur, du mode d'achat. Donc il y a plein d'éléments qui vont influencer le montant que finalement l'annonceur va avoir payé pour obtenir cet espace. Tout d'abord, je pense que c'est important de bien comprendre en fait tout l'écosystème des achats en mode programmatique parce qu'il y a énormément d'éléments qui interviennent dans le processus. Puis je pense que pour bien comprendre en fait les différentes possibilités, il faut aussi bien comprendre derrière l'écosystème. On ne rentrera pas dans le grand détail, mais je pense que c'est important que vous compreniez un petit peu les différents intervenants. Donc, premièrement, on va regarder en fait du point de vue de l'annonceur ou ça peut être l'agence média. Eh bien, quand on fait nos achats, finalement, nos achats publicitaires, on va toujours utiliser un serveur publicitaire. Ça, c'est un premier élément, donc, qui est important. Un serveur publicitaire, par exemple, ça peut être DCM. DCM, c'est le serveur publicitaire, dans le fond, qui est offert par Google. Je vous dirais qu'il y en a plein d'autres, mais c'en est un qui est quand même extrêmement utilisé, dans le fond, au Québec, et même d'un point de vue mondial. Donc, dans ce cas-ci, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça va nous permettre
c'est un petit peu, on appelle ça du ad trafficking, de venir rendre disponible finalement nos impressions publicitaires. Donc, en tant qu'annonceur, on a plusieurs créatifs, par exemple, plusieurs bannières, plusieurs formats, et on va venir en fait mettre dans notre serveur publicitaire, donc dans DCM par exemple, on va venir les rendre disponibles. Donc, ce que ça permet de faire, c'est quand on va faire notre achat publicitaire, eh bien, finalement, l'espace publicitaire disponible va appeler notre serveur publicitaire pour venir afficher la publicité. Donc, c'est un élément, le serveur publicitaire, qui est important de tout simplement comprendre en fait que on doit finalement rendre notre publicité disponible sur un serveur publicitaire pour rentrer dans tout ce processus finalement d'écosystème d'achat automatisé. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, eh bien qu'en tant qu'annonceur, on peut soit acheter nous-mêmes, en fait, pour acheter la publicité, bien, pour dire voici, moi en tant qu'annonceur, voici l'audience que je cherche à rejoindre et ce que je suis prêt à payer. Par exemple, eh bien, dans ce cas-ci, on va utiliser un DSP. Le DSP, en fait, c'est le Demand Side Platform. Et c'est vraiment l'annonceur qui, lui, va utiliser cet outil-là, cet outil d'achat pour venir dire, voici moi ce que je recherche, voici ce que j'ai de besoin, voici l'audience que je veux aller finalement rejoindre. Et si on est en programmatique, finalement, real-time bidding, voici ce que je suis prêt à payer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut, en tant qu'annonceur, avoir en fait notre propre DSP. Donc, par exemple, il y a plusieurs DSP qui sont disponibles. Et bien sûr, des fois, dépendamment de ce qu'on achète, il y a des DSP qui vont avoir des forces. Je vais vous en donner juste quelques exemples, juste pour que vous l'ayez en tête si jamais vous faites des achats en mode programmatique. En fait, mettons DBM, donc Double Bid Manager. Donc, dans ce cas-ci, c'est le DSP de Google. Donc, ça, c'est un DSP qui est quand même intéressant parce qu'on va avoir vraiment une multiplicité. On peut faire de l'achat autant vidéo, display, programmatique native. Donc, il y a plein de possibilités. Finalement, on a accès à beaucoup de sites aussi. Donc, finalement, le DSP DBM de Google peut être, en tant qu'annonceur, si vous décidez d'aller vous-même acheter votre publicité, vous pouvez facilement là, donc utiliser finalement cet outil. C'est possible, par exemple, que si vous faites de la programmatique native, eh bien, des fois, DBM ne sera peut-être pas le meilleur outil. Il va y en avoir d'autres qui vont être plus spécialisés dans ce type d'inventaire publicitaire-là. Donc, StackAdapt, par exemple, sera un DSP qui va peut-être être un petit peu plus spécialisé là-dedans. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que des DSP, là, à tous les jours, il y en a des nouveaux. Et il y a vraiment, encore une fois, un écosystème qui est très varié. Donc, on a beaucoup de choix en tant qu'annonceur. Des fois, ça complexifie le fait qu'on ait tellement de choix. Mais c'est sûr qu'il y en a des plus principaux que d'autres. DBM est quand même un DSP assez universel. Donc, des fois, si jamais vous décidez de vous lancer là-dedans, puis qu'en tant qu'annonceur, d'acheter vous-même, de passer donc directement dans votre DSP, dans ce cas-ci, DBM peut être finalement un bon départ. C'est possible aussi que vous travaillez avec une agence publicitaire et des fois, vos agences publicitaires peuvent aussi travailler avec ce qu'on appelle des trading desks. Les trading desks, ce sont vraiment finalement des genres d'agences qui vont être spécialisées dans les achats de programmatique. Donc, des fois, c'est sûr que à chaque fois que vous faites intervenir une personne de plus, un intervenant de plus, c'est sûr qu'il y a des frais à chaque fois. Donc, c'est sûr que si vous achetez de votre côté directement via votre DSP, vous allez réduire les frais dans le processus d'achat. Si vous passez par un trading desk, ils ont quand même, bien sûr, ils sont spécialisés là-dedans. Donc, des fois, ça va vous permettre d'aller plus loin dans vos achats, mais c'est sûr qu'il y a des frais aussi qui sont reliés. Alors ça, c'est vraiment pour le volet de l'annonceur. L'annonceur ou l'agence média ont juste un petit récapitulatif, vont utiliser bien sûr un serveur publicitaire pour rendre disponibles finalement les différents créatifs, pour trafficker donc l'ensemble des bannières finalement publicitaires qui vont faire partie de leur stratégie média. Et vont par la suite en fait utiliser un DSP qui est le Demand Side Platform pour venir identifier et dire voici moi ce que je recherche en termes d'audience et voici ce que, si je suis en real-time bidding, voici ce que je suis prêt à payer en tant qu'annonceur pour finalement rejoindre cette audience-là.
Maintenant, si on regarde du point de vue, donc, de l'autre côté, en fait, du point de vue de l'éditeur, donc l'éditeur, lui, va aussi utiliser un serveur publicitaire et de son côté, ce ne sera pas pour dire voici moi ce que j'ai de besoin comme l'annonceur, c'est plutôt de dire voici moi ce que j'ai à offrir en tant qu'espace publicitaire. J'ai des impressions, donc j'ai vraiment des espaces publicitaires sur mon site, sur mes différents sites finalement à offrir. Et j'ai des gens qui viennent sur mon site, donc ça représente des audiences. Et ces gens-là, eh bien, c'est sûr que c'est des audiences que l'annonceur va chercher à rejoindre. Alors, de son côté, l'éditeur, lui, oui, va utiliser donc le serveur publicitaire, mais pour identifier en fait et mettre en enchère finalement ces différents espaces publicitaires qui permettent de rejoindre une audience spécifique en temps réel, eh bien, il va utiliser un outil qui s'appelle un SSP, c'est le Supply Side Platform. Donc, c'est vraiment cet outil-là qui va permettre de mettre en vente finalement les différents espaces publicitaires. Mais en bout de ligne, c'est pas oui, c'est des espaces publicitaires, mais qui permettent de rejoindre des différentes audiences qui vont en temps réel aller visiter différents sites, donc qui va être finalement propre à l'éditeur. Donc, l'éditeur pourra offrir en fait des espaces publicitaires permettant de rejoindre une audience spécifique à, dans le fond, des annonceurs. Alors maintenant, l'outil ou l'élément en fait qui va permettre de venir identifier qui va gagner en fait l'espace publicitaire. Dans ce cas-ci, c'est vraiment le Ad Exchange. Donc, le Ad Exchange va vraiment permettre de venir mettre en relation le DSP, donc l'annonceur, et le SSP, dans ce cas-ci, l'éditeur. Donc, bien sûr, l'éditeur a un espace publicitaire et en temps réel, ben, il y a une personne qui s'en vient consulter une page web. Donc, cette personne-là a différentes caractéristiques. C'est une audience très spécifique. Puis, c'est sûr que de l'autre côté, bien l'annonceur, il y a plusieurs annonceurs qui vont chercher à rejoindre cette personne spécifique-là qui possède plusieurs caractéristiques, qui s'en vient visiter une page web. Donc, c'est vraiment le Ad Exchange qui, dans le centre, va permettre de venir mettre en relation et identifier, bien, pour telle audience qui a ces caractéristiques-là, eh bien, voici l'annonceur qui est prêt en temps réel à payer le plus cher. Et donc, c'est vraiment de cette façon-là, finalement, qu'on va pouvoir venir identifier l'offre et la demande et qu'on va pouvoir donc finalement identifier qui est le gagnant pour cette impression publicitaire-là. Alors, lorsque l'on parle d'achat en mode programmatique, eh bien, la donnée est un élément qui est vraiment au cœur de tout l'écosystème parce que, je vous le rappelle, on achète des audiences pour acheter des audiences et pour vendre dans le fond, des espaces publicitaires qui répondent ou qui impriment à une audience particulière, eh bien, c'est extrêmement important d'avoir de la donnée derrière. Donc, en termes de données, eh bien, on a la donnée primaire. La donnée primaire, c'est souvent, en fait, la donnée que l'annonceur a à sa disposition, que ce soit de son CRM, que ce soit la donnée de son site web. Il y a, en fait, la donnée secondaire qui, dans ce graphique-ci, représente le Data Exchange. Dans ce cas-ci, c'est la donnée primaire d'une autre organisation avec qui on pourrait peut-être avoir un partenariat. La donnée tertiaire est aussi un élément très important. Ça répond dans ce graphique-ci aux data suppliers. Dans ce cas-ci, c'est en fait soit la donnée qui est soit gratuite ou soit payante, qui est offerte par les différents DSP ou par des agrégateurs de data. Et des fois, il peut y avoir aussi de la donnée en provenance là, de plus d'outils au niveau des médias sociaux. Et en fait, dans le fond, un annonceur ou un éditeur peuvent de leur côté utiliser aussi vraiment un DMP. Un DMP, qu'est-ce que c'est? C'est un Data Management Platform. C'est un outil qui peut être très utile, mais qui est aussi très coûteux. En fait, en termes de coût, là, ça peut représenter pour un annonceur à peu près 500 000 $ par année minimum, simplement là, pour l'utilisation du DMP. Donc, fait que oui, il y a des annonceurs pour qui c'est très utile, qui se doivent d'avoir le DMP pour vraiment bien finalement exécuter leur stratégie numérique. Il y en a d'autres pour qui vont peut-être plutôt utiliser les outils technologiques disponibles et avec ça, en fait, vont bien faire leur travail. Donc, en fait, le DMP, c'est vraiment une plateforme technologique qui permet d'agréger différentes sources de données. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est vraiment une façon de venir relier l'ensemble des sources de données qui peuvent provenir de différents endroits, que ce soit les données au niveau du CRM, que ce soit les données au niveau du site. Donc, souvent, on va utiliser plus des cookies. Fait que le DMP, souvent, va venir transformer
transformer en fait le cookie en user ID. Donc, ça peut être de la collecte de données en provenance du search, en provenance du social. Ça peut être en provenance de données tierces, justement, si on achète de la donnée tertiaire. Donc, fait que vraiment, là, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que ça permet de mieux optimiser le ciblage publicitaire, en fait, avec un DMP. C'est un outil qui est quand même super intéressant pour les éditeurs parce que ça permet de travailler la génération d'audience. Donc, ça permet de leur côté d'avoir une meilleure compréhension de qui vient sur leur site web pour vendre finalement les impressions publicitaires qui rejoignent les différentes audiences aux bons annonceurs. Fait que d'un point de vue éditeur, souvent, ils vont utiliser un DMP. D'un point de vue annonceur, encore une fois, ça nous permet de très bien comprendre c'est qui, dans le fond, qui sont les personnes qu'on vient rejoindre aussi par notre publicité. Donc, d'avoir une meilleure compréhension aussi de qui sont les gens qui viennent sur notre site web, puis comment est-ce qu'on peut venir vraiment lier l'ensemble des données, peu importe leur provenance. Donc, ça permet de venir un petit peu matcher tout ça. Donc, fait que c'est sûr que oui, il y a d'autres outils technologiques, des fois, qui peuvent nous permettre de venir un peu lier l'ensemble de nos données en tant qu'annonceur. Par exemple, au niveau de Google, en fait, va offrir l'outil, dans le fond, BigQuery, qui est un petit peu finalement un genre d'entrepôt de données dans le cloud, en fait. Et donc, ça va nous permettre justement de venir lier plein d'éléments, donc pour vraiment mieux travailler finalement, mieux travailler les stratégies d'audience, s'assurer de mieux comprendre qui vient sur notre site web, puis en fait s'assurer de mieux rejoindre les bons besoins en matière d'audience quand on fait nos achats en mode programmatique. Donc, si on regarde un petit peu plus le volet de la donnée, juste pour comprendre, en fait, il y a 3 types de données. Donc, il y a la donnée primaire, la first data, il y a la donnée secondaire et il y a la donnée tertiaire. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est chacune de ces données. Alors, la donnée primaire, c'est la donnée qui va être collectée sur l'audience par l'annonceur, ou ça pourrait être dans ce cas-ci aussi si l'éditeur va utiliser aussi son DMP. Donc, ça va être la donnée du côté collecté, donc du côté de l'éditeur. Alors, ça, c'est certain que c'est la donnée la plus fiable. En fait, c'est vraiment la donnée qu'on a sur notre environnement. Et donc, ce qu'on peut faire, on peut vraiment utiliser cette donnée-là pour se bâtir des audiences de reciblage. Donc, je vous mets un exemple ici, juste pour vous donner, pour que vous compreniez un petit peu mieux qu'est-ce que c'est que de la donnée primaire. Donc, je suis allée magasiner, en fait, sur le site de Roxy. Je suis allée regarder un maillot de bain. Donc, j'ai mis le maillot de bain dans le panier d'achat. Par contre, je n'ai pas procédé à l'achat, donc je n'ai pas acheté le maillot de bain en question. Quelques minutes plus tard, eh bien, je suis allée naviguer donc sur un site. Je suis allée regarder sur un site web de voyage, par exemple, et j'ai été reciblée. Donc, vraiment, Roxy m'a reciblée et m'a exposé donc une publicité de sa marque, mais vraiment, où est-ce que le maillot de bain en question que j'ai mis dans le panier d'achat, eh bien, était vraiment sur la bannière. Donc, certainement que vous voyez ça au quotidien quand vous naviguez sur le web, en fait. Donc, ça, c'est vraiment du reciblage, donc via de la donnée primaire. Alors, c'est quelque chose que énormément d'annonceurs vont utiliser et avec, dans le fond, qui est très efficace d'un point de vue performance. Alors, au niveau de la donnée secondaire, qu'est-ce que ça représente? C'est la donnée primaire, donc d'une autre compagnie. Alors, c'est une donnée qui est tout aussi fiable puisque c'est vraiment la donnée première, mais vraiment d'une tierce partie. Alors, peut-être pour vous donner un exemple, c'est un exemple qui est fictif, mais ce pourrait être, par exemple, le Festival d'été de Québec qui pourrait travailler, donc, avec son commanditaire Bell, un arrangement pour vraiment venir acheter la donnée primaire, donc, de Bell, dans le but peut-être justement de venir offrir un rabais exclusif aux abonnés de Bell pour l'achat de billets du festival d'été. Donc, dans ce cas-ci, bien, ce que ça leur permettrait de faire, c'est vraiment de venir identifier, de se créer une audience de gens donc qui sont vraiment clients, par exemple, de chez Bell. Et donc, en achetant cette donnée primaire-là, eh bien, par la suite, ils peuvent exposer ces gens-là donc à des différentes publicités où est-ce qu'il y aura un message très spécifique. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, un rabais exclusif aux abonnés de Bell. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que ça représente en termes de données secondaires. Il y a un élément qui est très important, en fait. C'est sûr que pour acheter une donnée secondaire ou pour vendre sa donnée primaire, finalement, il faut faire ça en toute légalité. Donc, vraiment, pour
pouvoir vendre une donnée primaire, il faut s'assurer que ce soit très clair finalement dans ces politiques de confidentialité de vie privée, que on a vraiment avisé nos gens que vraiment la donnée pourrait être vendue à une tierce partie. Alors, en étant vraiment, en y allant d'une façon très légale, il n'y a pas de problématique à faire ce genre d'arrangement-là. C'est simplement qu'on se doit d'être transparent. Et maintenant, il y a la donnée tertiaire. La donnée tertiaire, c'est souvent une des données qu'on utilise le plus. Donc, quand on fait des achats de programmatique, eh bien, c'est vraiment intéressant d'ajouter de l'achat de données, donc tertiaire, pour venir vraiment s'assurer d'exposer sa publicité à la personne la plus susceptible de convertir, la personne qui va être le plus intéressée par votre produit. Donc, ça permet vraiment à un annonceur d'acheter de la donnée, que ce soit démographique, comportementale, contextuelle, pour venir vraiment rejoindre une audience beaucoup plus qualifiée. Donc, c'est vraiment une donnée qui est achetée soit de fournisseurs de data en provenance d'un DMP, d'agrégateurs de data. Il y a plein d'informations qui sont disponibles. Je vous donne un exemple rapide. Avec Poste Canada, dans le fond, c'est possible d'acheter de la donnée. Ça représente donc de la third data dans ce cas-ci. Souvent, ben, ça fait en sorte que c'est sûr que quand on fait de l'achat de programmatique, on va ajouter un petit peu du dollar parce qu'on se doit d'acheter de la donnée pour vraiment venir exposer notre publicité à une cible beaucoup plus qualifiée. Par contre, justement, comme la cible est beaucoup plus qualifiée, ben, en bout de ligne, le ROI est aussi très optimal. Je vous donne un exemple ici. En fait, au niveau de la programmatique, il y a un fournisseur qui s'appelle Adara. Donc, Adara a vraiment des partenariats finalement avec tout le volet du voyage. Donc, que ce soit au niveau de l'hospitality, que ce soit au niveau donc des chaînes hôtelières, ainsi de suite, que ce soit au niveau des compagnies aériennes, au niveau des locations de véhicules, ou même d'autres éléments un petit peu plus généraux mais reliés au voyage. Donc, c'est sûr que quand on s'adresse, quand on recherche une cible de voyageurs, des gens qui sont vraiment in market pour le voyage, eh bien, Adara devient vraiment une tierce donnée qui peut vraiment être très intéressant. Adara est un fournisseur aussi de programmatique. Donc, bref, ça peut être super intéressant, par exemple, en assurance voyage, d'utiliser cette donnée-là. Par exemple, aussi, si on est, mettons, justement une compagnie de location de véhicules, ben, on peut regarder de la donnée plus reliée à des gens qui vont avoir acheté des billets d'avion pour tel pays. Donc, c'est sûr que peut-être qu'ils vont avoir besoin de transport. Donc, pour l'industrie du voyage, vraiment, ça peut être hyper intéressant d'utiliser en fait ce genre de données tertiaires. Maintenant, si on fait un résumé en fait du fonctionnement là, donc des achats de programmatique en real-time bidding, on se rappelle, le prix des impressions va être déterminé parce que l'annonceur de son côté sera prêt à débourser en temps réel. Donc, qu'est-ce qu'il est prêt à bidder pour aller rejoindre une audience particulière? Et l'annonceur va utiliser donc un DSP, un Demand Side Platform, pour en fait miser sur les impressions les plus efficaces pour son besoin en fonction du prix qu'il est prêt à payer. Alors, on se rappelle, le DSP, c'est un système qui va vraiment permettre l'automatisation des enchères sur les impressions disponibles via la plateforme d'échange publicitaire. À l'inverse, les éditeurs de leur côté vont mettre en vente leur inventaire via un SSP, le Supply Side Platform. Et dans le centre, on a le Ad Exchange qui va permettre de venir agréger le tout et va permettre en temps réel de venir déterminer le vainqueur. Donc, pour une impression que l'éditeur via son SSP va offrir et qui rejoint une audience particulière et donc va permettre de venir identifier le gagnant du point de vue annonceur pour cette impression publicitaire-là, en fonction bien sûr de la personne la plus offrante pour rejoindre cette cible-là. Et on se rappelle, le DMP, de son côté, sera un outil qui peut être très, très intéressant, en fait, très coûteux, mais très intéressant, qui permet aux annonceurs puis aux éditeurs de construire, en fait, une meilleure connaissance de leur audience et donc de les partager aussi, de partager ces connaissances-là pour, du point de vue annonceur, s'assurer de venir bidder sur les meilleures audiences, les meilleures cibles pour son besoin et du point de vue éditeur, de s'assurer d'avoir de l'information pour venir offrir, en fait, les meilleures audiences aux annonceurs les plus offrants.
Et maintenant, eh bien, c'est sûr que c'est important aussi dans tout cet écosystème-là pour vraiment être optimal dans ces achats de programmatique. Ça demeure hyper important d'aussi avoir des métriques, d'avoir de la donnée. Donc, faut absolument pouvoir mesurer, regarder est-ce que mon achat de programmatique vaut le coup? Est-ce que, dans le fond, parmi toutes les audiences que je vais avoir utilisées, exploitées via mon achat de programmatique, eh bien, qu'est-ce que le mieux performé? Alors, c'est super important d'avoir de la métrique pour venir justifier ou identifier si finalement le placement est optimal. Alors, pour vraiment avoir des données, donc des métriques sur tout le volet de l'achat programmatique, bien, un élément qui est très important, c'est vraiment de venir pixeliser son site web, donc que ce soit le volet informationnel, le volet transactionnel, donc par exemple de venir pixeliser un formulaire de soumission, donc les différentes étapes, de venir pixeliser tout le processus d'achat, par exemple, tout le volet du transactionnel, de venir aussi pixeliser peut-être différentes pages, donc lorsque l'on veut peut-être optimiser un petit peu les visites sur ces pages-là. Et ce que ça va permettre de faire, en fait, ça va vraiment venir permettre d'optimiser finalement les achats de programmatique pour maximiser les conversions ou les KPI recherchés. Donc, si par exemple, on recherche à maximiser finalement les ventes en ligne, eh bien, dans ce cas-ci, on va vraiment venir, par exemple, optimiser sur la dernière étape de son processus d'achat et on va donc dire à l'algorithme d'apprendre sur c'est quoi le profilage des gens qui semble le plus susceptible donc de venir effectuer l'action désirée, de venir compléter dans ce cas-ci, par exemple, une transaction. Et donc, l'algorithme va apprendre pour vraiment venir finalement afficher la publicité à l'audience qui est peut-être la plus qualifiée. C'est certain un élément aussi, donc quand on fait des achats programmatiques, souvent ça prend quand même un certain temps avant de venir maximiser un petit peu l'efficacité. Donc, il faut faire apprendre l'algorithme. Par exemple, si on est juste en campagne 4 semaines, il ne faut pas s'attendre à ce que l'algorithme ait vraiment le temps de venir maximiser, donc finalement, vraiment peut-être l'apparition de nos publicités auprès peut-être des audiences les plus qualifiées. Il faut vraiment laisser le temps à l'algorithme d'apprendre. Souvent, là, ça prend quand même plusieurs semaines, puis après ça, on voit vraiment une hausse au niveau de notre performance. C'est certain que la programmatique, en fait, vient avec quand même plusieurs enjeux. Il y a quand même des obstacles pour l'achat de programmatique au Canada. Je vous dirais un des premiers obstacles, c'est le niveau de compréhension en regard de la programmatique auprès des marketeurs n'est pas nécessairement hyper compris. C'est un environnement qui est extrêmement complexe, vous l'avez vu, c'est un écosystème qui a vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs. Donc là, moi, je vous ai juste expliqué les très grands éléments qui font partie de l'écosystème, mais tu sais, vraiment, c'est très complexe quand on regarde tout ça. Donc, ça fait en sorte que des fois, ça peut être plus difficile pour un marketeur de dire je vais m'en aller faire des achats de programmatiques sans trop comprendre comment le tout fonctionne. Ensuite de ça, il y a tout le volet, bien sûr, de la fraude publicitaire. Donc, c'est certain que dans la programmatique directe, on a moins de risques d'aller chercher peut-être des sites où est-ce qu'il y a de la fraude publicitaire. Je vous dirais que c'est certain que quand on est vraiment dans le open market au niveau du real-time bidding, eh bien, on a peut-être plus de risques de se ramasser un petit peu avec de la fraude publicitaire. Par contre, c'est sûr que quand on optimise on pixelise nos environnements, quand on optimise sur une variable très concrète, eh bien, l'algorithme apprend quand même aussi pour maximiser des conversions et donc, en règle générale, on n'affichera pas nécessairement sur des audiences qui se retrouvent sur de la fraude publicitaire. Donc, fait qu'on est peut-être un petit peu on s'aide un petit peu par rapport à ça. Au niveau des ad blockers aussi, c'est sûr qu'on le sait, il y a environ 16% au Québec aujourd'hui donc qui utilisent des ad blockers. C'est quand même un phénomène qui veut pas va grandir avec les années. Donc c'est sûr que c'est quand même un enjeu. Je vous dirais qu'il y a la viewability aussi. Dans le fond, souvent les fournisseurs de programmatique peuvent fournir donc vraiment les indices de viewability par semaine, par exemple au niveau des placements, un pourcentage. Donc on peut avoir en règle générale, on va souvent tourner autour de du 40, du 45%. C'est sûr que ça dépend toujours, mais je vous dirais que c'est un peu, moi personnellement, l'historique que je vous dirais, c'est beaucoup, j'ai souvent vu au niveau de la viewability, peut-être du 40%. Par contre, souvent ce que ça fait, c'est qu'au début, on tourne autour de du 30, du 40%. Mais si on a une campagne un petit peu plus étalée dans le temps, donc, puis qu'on fait apprendre nos algorithmes, bien encore une fois, l'algorithme va
vraiment exposé sur des audiences, qui vont vraiment permettre de maximiser une conversion et donc qui seront visibles. Alors souvent, avec le temps, on améliore un petit peu notre viewability parce que l'algorithme apprend. Et je vous dirais, un des phénomènes les plus importants ou le pourquoi finalement, un des principaux obstacles, c'est vraiment tout le volet de l'image de marque. Quand on fait de l'achat programmatique, on n'achète pas des sites. Donc, on achète des audiences, peu importe les sites sur lesquels les gens se retrouvent. Donc, c'est sûr que ça peut faire peur. C'est sûr qu'il y a des mécanismes. On doit se créer des listes d'exclusion. C'est super important, en fait. Puis peut-être pas de laisser votre agence gérer la liste d'exclusion. Souvent, c'est l'organisation elle-même, donc de vraiment identifier c'est quoi le genre de domaine, c'est quoi le genre de site qu'on veut pas afficher, en fait, qui, par rapport à notre image de marque, ça fonctionne pas du tout. Donc, vraiment, un des éléments qui est important, c'est vraiment de se créer une liste d'exclusion pour s'assurer finalement de ne pas apparaître sur ce genre de site-là. Puis, tu sais, c'est sûr que il y a beaucoup de fraude, justement. Il y a beaucoup de sites puis à tous les jours, il y en a, là, des nouveaux sites qui vont se créer puis qu'ils vont utiliser des AdSense, par exemple, au niveau de Google pour créer des revenus publicitaires. Donc, fait que ça fait en sorte que, finalement, c'est des contenus frauduleux. C'est peut-être des contenus plus à caractère où est-ce que notre image de marque, on veut pas vraiment s'affilier. Puis eux autres, ils vont tout faire dans le fond, ils sont souvent dans le dark web. Donc, mais ils vont tout faire pour se faire indexer. Donc, par Google, par exemple, pour pouvoir être justement référencés et générer finalement des impressions et donc des revenus publicitaires. Et ça fait en sorte, c'est sûr que Google a des mécanismes pour, dans le fond, s'assurer que ce genre de site-là ne soit pas référencé, donc puis par le fait même, dans ce cas-ci, ne soit pas dans l'environnement de la programmatique. Par contre, c'est sûr que les sites, eux autres, de leur côté, ils mettent tout en œuvre pour essayer de contourner donc, c'est sûr qu'il y a un risque. Le risque est beaucoup plus dans le open market, mais puis tu sais, je veux dire, ça se peut qu'on apparaisse. Faut savoir quand on fait des achats programmatiques que ça se peut qu'on apparaisse en fait sur des sites où est-ce que peut-être qu'on veut pas vraiment s'affilier. Des fois, c'est pas vraiment le site, mais c'est plus tu sais ça n'a pas vraiment avec le contexte du contenu. Ça fait un peu étrange d'apparaître sur ce genre de contenu-là. Donc, ça aussi, ça peut arriver. Tu sais, c'est important quand on fait de l'achat de programmatique, peut-être de s'assurer aussi de faire une vigie pour monitorer un petit peu finalement les endroits où est-ce qu'on apparaît, puis rapidement pouvoir déceler s'il y a un endroit où est-ce que vraiment ça fait pas notre affaire, où est-ce qu'il y a un enjeu majeur, mais vraiment l'utilisation donc de listes d'exclusion, c'est un des éléments premiers. Donc, quand vous travaillez avec une agence, c'est de vous assurer aussi que l'agence met tout en place des mécanismes pour vraiment s'assurer que de faire en sorte que vous apparaissez, en tout cas le moins possible, sur des sites où est-ce que votre image de marque peut vraiment peut-être être atteinte. Donc, côté réputationnel. Alors, tout premièrement, lorsque l'on parle de stratégie d'audience, en fait, une stratégie d'audience, c'est vraiment une logique d'audience planning qu'aujourd'hui, les marketeurs doivent avoir finalement. Et en quoi ça consiste en fait à la stratégie d'audience? C'est vraiment premièrement de connaître et de comprendre le path to conversion des consommateurs en lien avec ses besoins. C'est vraiment d'être très consumer-centric, de vraiment comprendre les besoins du consommateur et leur parcours d'achat. Ça permet en fait d'offrir le bon contenu à la bonne personne au bon moment et sur la bonne plateforme. Et en fait, une stratégie d'audience, ça consiste à mettre en place des stratégies qui vont inclure du ciblage publicitaire ainsi que du reciblage publicitaire qui vont être pertinents en exploitant les données primaires, les données secondaires lorsqu'elles sont disponibles et les données tertiaires, puis tout en considérant aussi tout l'analytique avancée qui est disponible dans l'organisation pour vraiment venir maximiser les performances au niveau des stratégies médias. Donc, c'est vraiment de comprendre en fait et de mettre à la disposition des algorithmes, parce qu'on achète beaucoup avec des algorithmes aujourd'hui, bien tous les signaux possibles pour vraiment aller rejoindre les audiences qu'on cherche à rejoindre en tant qu'annonceur et maximiser donc en bout de piste sa stratégie média. Et qu'est-ce que ça demande en fait une stratégie d'audience? Ça demande aussi de faire travailler l'ensemble de son écosystème 360, je dirais, d'un point de vue synergétique pour vraiment maximiser le passage d'une étape à l'autre, pour vraiment suivre le consommateur en fait dans tout son parcours d'achat. Donc là, actuellement, aujourd'hui, c'est plus facile de regarder son écosystème numérique parce que de connecter en fait son offline aujourd'hui, c'est plus difficile.
On n'est pas encore rendu tout à fait là avec les achats de programmatique qui s'en viennent en télé, qui sont déjà disponibles avec la radio numérique, qui commencent à être disponibles au niveau de l'affichage. Eh bien, on va pouvoir très éventuellement vraiment travailler une stratégie d'audience qui va être vraiment 360. Aujourd'hui, il faut prendre les bouts qui sont disponibles, mais c'est vraiment en fait là, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est de travailler l'ensemble de son écosystème numérique, de réfléchir à son site web, à ses blogs, à ses stratégies d'animation de communauté, ses stratégies de contenu, la distribution du contenu, tout le volet de la campagne publicitaire, les stratégies, dans le fond, au niveau du SEM, puis tout le volet du marketing relationnel, donc qui est effectué. Fait que c'est vraiment de connecter tous les points de contact finalement, puis de voir comment est-ce qu'on peut amener son consommateur à travers les différents points de contact à passer du point A au point C, par exemple, pour maximiser l'achat, pour maximiser finalement suivre le consommateur, accompagner le besoin du consommateur et maximiser finalement sa performance au niveau de la stratégie média. Alors, lorsque je parlais finalement de logique d'audience planning, je veux vous montrer en fait la planification média d'avant et la planification média d'aujourd'hui et ce vers quoi on va encore plus s'en aller. Avant, en fait, quand on travaillait une stratégie média, en fait, la stratégie, elle était très rigide. Il n'y avait pas de flexibilité. Souvent, on avait un plan média et le plan média était exécuté. Et c'était beaucoup positionné ou, en fait, c'était beaucoup réfléchi sur une logique dans le fond, basée sur un petit peu les canaux, channel-based. Donc, fait que ça, c'est un petit peu avant comment on fonctionnait. Maintenant, on est beaucoup moins orienté. On cherche pas, quand je parlais de channel base, en fait, avant, on cherchait beaucoup à rejoindre, par exemple, des sites qui allaient spécifiques, dans le fond, qui allaient vraiment maximiser une surindexation auprès des cibles qu'on cherchait à rejoindre. Maintenant, en fait, on est rendu, la technologie, en fait en sorte que on peut réfléchir notre stratégie média d'une façon très différente. Donc, aujourd'hui, avec le numérique, eh bien, on est vraiment finalement, on fait un plan média, puis souvent, le plan média, ça va être exactement tout sauf, ça ne sera pas ce qui va être exécuté. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le plan média qu'on avait défini, c'est pas qu'est-ce qui va être exécuté parce qu'on a cette flexibilité-là de s'ajuster au fur et à mesure en fonction de la performance. Donc, fait qu'on est vraiment sur une logique qui est complètement différente et je dirais qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une logique de audience planning. Donc, on est très basé sur le consumer centric. Donc, c'est vraiment le consommateur d'abord. C'est le consommateur qu'on cherche à rejoindre, peu importe où est-ce qu'il se retrouve, peu importe les points de contact. Il y a des points de contact qui ont des forces et on va les exploiter pour leurs forces. Ils jouent un rôle média. Par contre, ce que je veux dire, c'est que pour un même rôle média, eh bien, on va essayer de rejoindre le consommateur tout au long de son path to conversion aux endroits où est-ce que ce consommateur spécifique-là se retrouve. Donc, on est vraiment sur une logique complètement différente de la logique qu'on pouvait avoir autrefois lorsque l'on travaillait de la planification média. Alors, dans l'optique d'offrir le bon contenu à la bonne personne au bon moment et sur la bonne plateforme, eh bien, il y a un élément qui est extrêmement important. Donc, quand on bâtit notre stratégie publicitaire, eh bien, il faut avoir réfléchi à une stratégie d'audience. On se rappelle, on achète en programmatique, on achète des audiences. Donc, pour vraiment avoir une stratégie optimale, on se doit d'avoir une stratégie d'audience qui va être réfléchie. Puis là, on parle de programmatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on bâtit une stratégie publicitaire, eh bien, la stratégie d'audience, peu importe le média qui va être utilisé, elle doit être réfléchie d'un point de vue global. Donc, on va regarder un petit peu justement c'est quoi les ingrédients qui sont disponibles pour bâtir une stratégie d'audience qui va être performante et on va regarder aussi de quelle façon est-ce qu'on devrait les exploiter. Donc, à travers finalement la séquence de messages. Donc, première chose, quand on bâtit une stratégie d'audience, sachez qu'il y a tout le volet des ciblages publicitaires qui sont disponibles et il y a tout le volet du reciblage publicitaire. Vous pouvez vous-même vous bâtir des audiences. Et donc, on doit regarder toutes les possibilités qui s'offrent à nous en tant qu'annonceurs, construire une stratégie d'audience et une stratégie de message pour chacune des audiences pour venir maximiser notre performance, la performance en fait de notre stratégie média. Donc, on va regarder plus en détail le volet des ciblages publicitaires, puis après ça, on va regarder plus en détail tout le volet du reciblage publicitaire.
Lorsqu'on le regarde, en fait, les ciblages publicitaires, eh bien, c'est certain que d'un outil à l'autre, d'une plateforme à l'autre, les ciblages vont différer. Donc, par exemple, si on est sur Google, on est sur YouTube, eh bien, on aura plein de ciblages disponibles. Quand on est sur Facebook, eh bien, ça sera d'autres ciblages qui seront disponibles. Par contre, tu sais, ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque l'on bâtit une stratégie d'audience à plus haut niveau, il faut réfléchir, en fait, à tous les ciblages qui pourraient être utiles ou qui pourraient permettre de venir rejoindre une cible qui, pour nous, sera qualifiée en tant qu'annonceur. Donc, je veux regarder avec vous, en fait, peut-être certains ciblages disponibles. Ce sera pas nécessairement l'étendue de tout ce qui est disponible, mais je veux juste que vous gardiez en tête certains types de ciblages qui s'offrent à vous puis que vous devez réfléchir lorsque vous bâtissez votre stratégie d'audience. Donc, premièrement, il y a les ciblages démographiques qui peuvent être très intéressants. Donc, il y en a plein de disponibles, comme par exemple l'âge, le sexe, la ville, le pays. Donc, ça, c'est des éléments que si jamais vous voulez rejoindre un segment plus spécifique, vous avez un produit qui ne s'offre pas à tout le monde, eh bien, c'est des éléments sur lesquels vous pouvez réfléchir puis qui peuvent venir composer en fait votre stratégie d'audience. Il y a les ciblages prédictifs aussi. L'audience prédictive, la manière que ça fonctionne, c'est que vous allez, en fait, c'est les algorithmes qui vont venir identifier à partir de segments de tierces parties, vont venir identifier c'est qui les meilleurs segments qui permet vous d'atteindre peut-être un objectif plus précis. Donc, dans ce cas-ci, c'est basé sur des fois le passé. Eh bien, l'audience prédictive, le ciblage va venir permettre d'aller chercher des gens qui seraient plus probable à effectuer une action spécifique. Donc, si par exemple vous cherchez à maximiser des ventes en ligne, eh bien, l'audience prédictive, c'est l'algorithme qui va la bâtir derrière. C'est pas à vous, c'est pas vous, vous avez rien à faire. C'est l'algorithme qui va venir qui va venir bâtir en fait ce ciblage-là en fonction c'est un petit peu des signaux là finalement que vous allez lui donner. Donc, si par exemple vous cherchez à maximiser la vente en ligne, eh bien l'algorithme va venir regarder dans le passé, ben voici qu'est-ce qui a permis de générer des ventes en ligne et va aller en fait utiliser tous ces signaux-là pour, à l'intérieur de segments de tierces parties, venir identifier d'autres segments. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce ciblage-là va vous permettre de trouver des fois des nouveaux clients qui sont hors de votre radar habituel, qui font pas partie du ciblage que vous auriez peut-être de façon naturelle été utilisé. C'est vraiment un prédictif, c'est vraiment l'algorithme qui va faire le travail de venir identifier les gens les plus susceptibles de maximiser peut-être un élément que vous cherchez à atteindre de votre côté. D'autres ciblages qui sont super intéressants, donc par exemple qui sont offerts, Google en offre quelques-uns, c'est les événements de vie. Donc des fois peut-être qu'il y a des événements de vie particuliers qui font en sorte que un consommateur peut avoir besoin d'un produit spécifique. Donc eh bien vous pouvez réfléchir, c'est sûr que Google est toujours en train d'en ajouter. Je vais vous donner là, quelques-uns qui actuellement sont disponibles au Québec, mais par exemple, les gens qui sont diplômés ou qui seront bientôt diplômés, les gens qui sont mariés ou qui seront bientôt mariés, même chose avec les déménagements. Fait que, ce sont tous des événements de vie qui, des fois, peuvent faire en sorte qu'on va peut-être avoir besoin d'un produit plus spécifique. Et donc, nous, en tant qu'annonceurs, on va chercher des gens qui vivent cet événement de vie-là. Donc, eh bien, c'est des ciblages qui, des fois, sont disponibles. Donc, vous pouvez réfléchir de votre côté pour bâtir votre stratégie d'audience. On a aussi les ciblages par mots-clés. En fait, vous pouvez souvent identifier là, une liste de mots-clés en lien avec peut-être des contenus que vos audiences pourraient consulter. Donc, dans ce cas-ci, si par exemple vous vendez des produits en lien avec le voyage, eh bien, vous pouvez vraiment vous dresser, vous bâtir une liste de mots-clés et finalement venir maximiser vos dollars investis sur des sites qui vont avoir ces mots-clés-là, donc souvent vont permettre de rejoindre des audiences peut-être plus qualifiées de votre côté. Fait que le ciblage par mots-clés peut être très intéressant. Il y a le ciblage par site aussi. Des fois, c'est possible là, spécifiquement d'aller identifier une liste de sites. Puis, dans ce cas-ci, c'est pas tous les sites, bien sûr, là, qui pourront, où est-ce que vous allez pouvoir afficher, mais de venir dresser, voici le genre de sites sur lesquels moi j'aimerais apparaître, que je pense que mon audience serait qualifiée ou va aller consulter. Donc, encore une fois, ce sont des ciblages là, qui peuvent être réfléchis dans votre stratégie d'audience.
Le ciblage par sujet d'intérêt peut aussi être quelque chose d'intéressant. Ça vous permet, par exemple, de cibler une audience avec des critères relatifs à des intérêts particuliers. Par exemple, sur Facebook, ça, c'est un ciblage qui est très utilisé, mais en fait, Google va aussi nous permettre d'aller chercher ce type de ciblage-là. Par exemple, le produit Ajusto de Desjardins Assurance intéresse, disons qu'on sait que ça l'intéresse les femmes célibataires âgées entre 18 et 34 ans. Eh bien, on pourrait se dire que le ciblage avec le sujet rencontre dating pourrait peut-être être approprié pour rejoindre cette cible-là. Fait que ça nous permet vraiment d'aller chercher des sujets d'intérêt plus particuliers pour venir maximiser des dollars ou des impressions publicitaires sur ces gens-là. Un autre ciblage, il y a le ciblage d'affinité. Dans ce cas-ci, ça permet peut-être d'être un petit peu plus aligné aux achats télé offline. On part en fait du ciblage par intérêt, puis on peut étendre la portée en ciblant plus largement. Fait que l'affinité va être plus large finalement. On part de l'intérêt, puis l'affinité va venir élargir l'intérêt. Donc, par exemple, une compagnie qui vend des produits pour les cheveux pourrait cibler l'intérêt traitement de cheveux, puis utiliser le segment d'affinité expert beauté. Donc, dans ce cas-ci, on est beaucoup plus large. Il y a le ciblage comportemental aussi qui est super intéressant. C'est un ciblage qui va utiliser souvent de la donnée tertiaire afin de cibler des gens qui vont avoir des comportements en ligne similaires à ceux en lien avec les objectifs de notre campagne. Dans le comportemental, je vous dirais, par exemple, via Google, il y a plein de ciblages qui sont super intéressants. Donc, il y a plein de in-market qui peuvent être utilisés dans vos ciblages. Donc, par exemple, in-market for a new car, ça peut être in-market for travel. Fait qu'il y a Google a plein d'informations sur vous. Donc, en tant que consommateur, vous naviguez sur différents sites et Google collecte plusieurs données. Donc, ça fait en sorte qu'ils sont en mesure, de par un peu votre comportement de navigation, de venir identifier, par exemple, est-ce que vous faites partie d'un ciblage comportemental spécifique? Donc, en tant qu'annonceur, eh bien, ce sont vraiment des ciblages qui sont très profitables. Ça nous permet d'aller chercher beaucoup de volume, mais souvent, c'est un volume quand même qui permet d'aller rejoindre des gens qui sont quand même qualifiés. Il y a le ciblage contextuel aussi qui peut être intéressant dans ce cas-ci. Ça consiste à associer un annonceur au contenu éditorial du support en lien avec son activité ou son produit. Donc, quand on est contextualisé, souvent c'est, par exemple, la personne est en train de regarder une section mode et beauté. Eh bien, dans ce cas-ci, on peut je sais pas, disons qu'on est L'Oréal, venir contextualiser puis afficher un produit donc en lien avec le contenu finalement que l'utilisateur est en train de consulter. Donc, le ciblage contextuel peut être intéressant parce que on peut être vraiment en lien avec qu'est-ce que l'utilisateur est en train de consulter comme contenu. Alors maintenant, je vais vous parler de d'autres médias qui permettent en fait vraiment des ciblages un petit peu plus raffinés. Il y a Yahoo et puis il y a Gmail, donc via l'outil Google Sponsor Promotion qui offre vraiment la possibilité en fait d'exposer une publicité à une cible de personnes en fonction donc vraiment du courriel qu'il va recevoir. On peut aller cibler en fonction, par exemple, des sujets de courriel, de nom de domaine, et même, dans le fond, présentement, là, GSP, Google Sponsor Promotion, lance d'ailleurs un bêta où est-ce que ça va être vraiment qu'on va pouvoir cibler en fonction d'événements de vie. Donc, on va être capable de reconnaître, en fait, les gens qui, par exemple, viennent d'avoir un enfant, les gens qui viennent de s'acheter une propriété. Donc, vraiment différents événements de vie qui vont nous permettre de venir un petit peu plus raffiner, ou aller parler à des audiences très spécifiques pour notre besoin. Donc, peut-être juste pour vous donner un exemple, comment est-ce que ça peut être vraiment intéressant? Je vais vous donner un exemple de Desjardins Assurance Auto qui pourrait, par exemple, exposer une publicité à ceux qui reçoivent justement des infolettes de ses concurrents. Donc, par exemple, on peut aller cibler spécifiquement donc la capitale Bel Air Intact. Donc, pour vraiment afficher notre publicité à ceux qui peut-être sont assurés en réalité ailleurs, donc qui reçoivent des contrats d'assurance, ou qui reçoivent peut-être sont abonnés à leurs infolettes, donc ont peut-être un intérêt pour d'autres marques. Alors, on peut vraiment spécifiquement aller cibler ses concurrents. On peut aussi, par exemple, aller cibler tous les manufacturiers automobiles, donc des gens qui reçoivent
finalement des courriels de Jetta, de Volkswagen, de BMW. Donc, parce que peut-être que ces gens-là magasinent un véhicule, donc peut-être qu'ils auront besoin d'assurance ou ils vont être enclins à changer leur assurance, à magasiner leur assurance. Donc vraiment, ces médias-là offrent vraiment des possibilités super intéressantes. Puis ça s'applique là vraiment. Là, je vous ai donné l'exemple de Desjardins, mais c'est très facile de l'appliquer à plein d'entreprises. Par exemple, on pourrait penser sur Rimini, qui facilement pourrait aller voir un petit peu certains de ses concurrents. Donc peut-être finalement d'aller exposer la publicité aux gens qui reçoivent une infolettre ou des courriels de Gap, des fois des confirmations d'achat, donc par exemple d'autres compagnies de vêtements pour enfants. Donc ça devient super intéressant. Là. Puis en fait, qu'est-ce qui est le fun avec ces médias-là, c'est que on paye uniquement au clic. Donc ça peut, c'est sûr que d'un point de vue volume, faut peut-être pas s'attendre à avoir de la conversion dans le fond très élevée. Mais en fait, souvent c'est que ça nous permet vraiment d'aller rejoindre une audience très fine, très spécifique. Je vous montre visuellement, dans le fond, de GSP, à quoi ça ressemble. Donc, lorsque l'on place une publicité, donc c'est un petit peu, dans le fond, c'est comme un courriel finalement qu'on en reçoit, mais c'est vraiment affiché là, en jaune ici, annonce. Donc, lorsque l'on clique, finalement, eh bien, là, on voit, par exemple, on peut positionner une image un petit peu là, comme peut-être une bannière de grosseur, un petit peu comme peut-être un big box. Les grosseurs varient, en fait, il y a différents spectres qu'on se doit de respecter, mais dans ce cas-ci, c'est un peu de cette façon-là que ça apparaît. Donc, des fois, il y a peut-être une petite problématique ou un élément qu'il faut penser, c'est que souvent, dans le fond, la langue va être ciblée en fonction finalement du setting, donc à l'intérieur de Gmail. Alors, si on est seté via plus en anglais, on va être exposé à la publicité en anglais et il y a beaucoup de monde qui ont des settings anglophones, par exemple, et qui en réalité sont francophones. Donc, des fois, on peut faire une publicité bilingue, on peut utiliser français en haut, anglais en bas. Donc, ça peut être une façon là, de venir un petit peu contrer cette problématique-là. Maintenant, si on regarde en fait tout le volet du reciblage publicitaire, eh bien, différents ingrédients en fait qu'on peut réfléchir aussi pour se bâtir en fait des audiences de reciblage. Je dirais qu'il y a 4 grandes catégories auxquelles vous pourriez réfléchir dans le cadre de votre stratégie d'audience. Premièrement, il y a tout le volet de votre first data, donc votre site web. Eh bien, il y a énormément d'informations là-dedans. Vous pouvez aller rejoindre des sites très qualifiés. Et donc, tout le volet de votre site web, c'est vraiment des ingrédients qui peuvent être très performants, en fait, dans le cadre de votre stratégie d'audience. Par exemple, ce pourrait être de recibler des gens qui auraient visité peut-être une page produit sur votre site web, mais qui n'auraient pas nécessairement effectué l'action que vous cherchez à maximiser, donc qui n'auraient peut-être pas acheté, par exemple, en ligne. Ça peut être des gens qui ont débuté un processus transactionnel, une soumission, débuté peut-être la complétion d'un formulaire, débuté une transaction d'achat en ligne, mais qui n'ont pas nécessairement été jusqu'au bout, qui n'ont pas passé leur carte de crédit, par exemple. Donc, vous pouvez vraiment aller rechercher tout ce volet-là des audiences qui sont venues visiter votre site web et peut-être qui n'ont pas encore effectué l'action que vous cherchez, vous, de votre côté, à maximiser en tant qu'annonceur. Donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est tout le volet du reciblage au niveau des créatifs publicitaires. Donc, on le sait que souvent, pour venir maximiser une conversion, un consommateur doit être exposé à dans le fond, plus d'une fois à un message publicitaire. Puis, donc, c'est sûr que c'est important de venir travailler de la fréquence, idéalement une fréquence effective auprès d'un même consommateur à travers des fois différents messages. Donc, fait que c'est sûr que le reciblage créatif peut être intéressant. C'est sûr que c'est pas tout qui est disponible en termes de reciblage, mais par exemple, vous êtes en achat de programmatique, vous utilisez le DSP de DBM, eh bien, vous pourriez
vous avez une présence vidéo, eh bien, dans votre présence display, vous pourriez dire, ben moi, je vais aller cibler tous les gens qui ont été exposés à plus de 75%, par exemple, de l'écoute de la vidéo. Donc, si vous êtes sur les médias sociaux, eh bien, on va le voir plus en détail là, sur la séance sur les médias sociaux, mais c'est sûr qu'il y a des placements, il y a des créatifs sur les médias sociaux où est-ce qu'ils nous permettent de nous créer une audience de reciblage. Donc, par exemple, tout le monde qui aurait peut-être interagi avec un Canva ou qui aurait interagi avec la page Facebook, eh bien, on peut tout aller recibler ces individus-là avec par exemple, un Facebook Ads, un média peut-être un petit peu plus près du funnel de conversion, un petit peu plus près de l'action. Fait que c'est sûr qu'encore une fois, c'est pas tout qui est disponible, mais vous pouvez réfléchir pour venir favoriser votre fréquence effective. Eh bien, c'est certain que les créatifs, là, le reciblage de créatifs, c'est un autre élément qui peut être intéressant. Maintenant, il y a tout le volet aussi, je vais l'appeler CRM, en fait, c'est tout le volet de vos adresses courriel. Donc, vous pouvez utiliser, on peut faire du ciblage par adresse courriel. Donc, par exemple, ça peut être une base de données peut-être de prospection, mais ça peut être aussi des clients, faire de la vente croisée, des clients qui ont un produit mais pas un autre produit. Vous pouvez utiliser leur adresse courriel pour venir les exposer peut-être à un message pour venir maximiser les chances qu'ils peut-être qu'ils achètent un autre produit chez vous. Alors, c'est tous des éléments aussi à réfléchir là, au niveau de l'adresse courriel. Puis, je vous dirais aussi que tout le volet de la donnée secondaire, on a vu tout à l'heure qu'est-ce que c'était de la donnée secondaire. Eh bien, c'est quelque chose qui s'effectue de plus en plus aujourd'hui en 2018, d'avoir des partenariats, des ententes en fait avec d'autres annonceurs. Donc, par exemple, ça pourrait être là, Air Canada pourrait décider de faire un partenariat avec une compagnie, mettons avec une compagnie de location d'auto, parce que c'est sûr que dans les deux cas, peut-être ils vont aller rejoindre des clientèles qui voyagent. Donc souvent, ben oui, tu as besoin d'un billet d'avion, mais oui, tu peux avoir besoin d'un auto de location aussi. Donc dans ce cas-ci, on peut venir apposer un pixel sur le site du partenaire, puis collecter en fait toute son information, ben permettre d'aller recibler finalement tous les gens qui vont visiter le site web de l'autre partenaire. Fait que c'est sûr que la donnée secondaire, c'est un élément là, qui peut être super intéressant. C'est la donnée primaire finalement d'un autre annonceur. Donc, fait que c'est sûr que oui, il y a un côté légal quand même à ajuster. Il faut s'assurer que légalement, là, dans le fond, c'est clair qu'on va un peu vendre ou partager notre donnée là, avec un autre annonceur. Mais si vous avez, tu sais, par exemple, si vous êtes commanditaire d'un événement ou commanditaire de quelque chose de spécifique, eh bien, encore une fois, ça pourrait être à négocier dans vos ententes de partenariat, la possibilité d'apposer on appelle ça un floodlight, un pixel, sur le site du partenaire pour aller collecter toute sa donnée puis aller recibler en fait les gens qui vont aller visiter le site web du partenaire en question. Donc, fait que ce sont tous des éléments qui peuvent vraiment composer une stratégie d'audience. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que vous pouvez faire des lookalikes en fait sur ces individus-là. Par exemple, un lookalike sur de la donnée primaire, donc sur tous les gens qui auraient acheté en ligne, vous cherchez à rejoindre des profils similaires. Donc, vous pouvez vous bâtir une audience, soit lookalike sur Facebook ou une audience similaire là, si vous êtes par exemple sur Google, la terminologie peut d'un outil à l'autre être différente, mais souvent, ce sont des fonctionnalités de ciblage qui peuvent s'offrir à vous. Et je vous dirais aussi de réfléchir à tout le volet du reciblage négatif. Vous bâtissez une stratégie d'audience, eh bien, c'est sûr que si vous avez, idéalement, là, si vous êtes capable d'utiliser de l'analytique avancée dans le cadre de vos stratégies, d'aller chercher tout l'intrant disponible pour venir vraiment maximiser les impressions publicitaires sur les audiences les plus qualifiées ou les plus performantes de votre côté, c'est quelque chose qui va être vraiment efficace, en fait. Donc, si par exemple, vous êtes en acquisition, vous voulez de la nouvelle clientèle, vous voulez pas nécessairement afficher, je veux dire, peut-être des impressions publicitaires sur des gens qui sont déjà clients chez vous, qui sont déjà clients, donc qui n'ont pas besoin d'être exposés à votre publicité. Eh bien, dans ce cas-ci, ça peut être intéressant, donc, de faire du reciblage négatif.
là, c'est sûr, il faut trouver des façons de donner des signaux aux algorithmes, aux placements publicitaires pour pas afficher sur ces gens-là. Ça peut être, par exemple, des adresses courriels. Si vous avez l'adresse courriel de vos listes de clients, eh bien, prenez-les puis mettez-les en négatif si vous voulez pas les rejoindre. Ça peut être aussi si vous avez une connexion à des services en ligne ou des services clients, vous pouvez apposer un pixel, par exemple, et mettre l'audience pixel en négatif. Fait que c'est tous des éléments, en fait, qui sont à réfléchir et qui peuvent vraiment venir composer votre stratégie d'audience. Donc, il y a plein de possibilités, puis c'est sûr que là, je vous les nomme pas tous, mais tu sais, dans le fond, quand vous travaillez votre ciblage puis votre ciblage publicitaire, donc votre stratégie d'audience, c'est vraiment important de réfléchir à tout ce qui peut s'offrir à vous pour venir donner, en fait, tu sais, ce qu'il faut comprendre, ce sont des signaux souvent qu'on va donner aux algorithmes pour venir maximiser donc les chances de maximiser les dollars publicitaires sur qu'est-ce qui pour vous est les segments les plus rentables.
Maintenant, en fait, que vous connaissez un petit peu l'ensemble des ingrédients pouvant faire partie d'une stratégie d'audience, eh bien, on est rendu à l'étape que ce qui est important de faire, c'est peut-être plus de venir regrouper les ingrédients qui, ensemble, vont aller rejoindre finalement un segment qui est peut-être rendu au même endroit dans son passage à l'action et donc envers qui on pourrait exposer un message peut-être plus spécifique. Donc, pour vous aider, vous pouvez par exemple utiliser vraiment le funnel de conversion. Vous pourriez dire, ben, je vais composer, moi, ma stratégie d'audience, je vais en faire 3 grands niveaux. Une audience plus upper level, une audience qui est peut-être un petit peu déjà plus engagée envers ma marque, puis une audience qui a déjà, dans le fond, démontré un intérêt envers mes produits, mes services, mais qui n'a pas encore converti. Donc, je vais leur positionner un message plus spécifique. Donc, l'objectif ici, c'est de venir créer des regroupements avec l'ensemble des ingrédients qu'on a discuté préalablement, donc avec les ciblages publicitaires et les reciblages publicitaires qui s'offrent à vous, qui sont disponibles. Parce que, en fait, ce qui arrive, c'est que si on commence à avoir une stratégie d'audience, mais qu'il y a vraiment plein d'audiences, on va avoir des problématiques parce que il faut comprendre que la publicité numérique, on donne des signaux à un algorithme, en fait. Donc, l'algorithme, pour vraiment être performante, eh bien, il faut lui donner suffisamment de volume pour apprendre. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important de peut-être pas avoir trop d'audience. Vous pourriez avoir 2, 3, 4 grandes audiences, mais qui incluent plein d'ingrédients, plein de signaux que vous allez transmettre à vos algorithmes. Donc, ça va vraiment permettre de venir maximiser l'apprentissage des algorithmes. Puis aussi, faut pas oublier, un même individu peut se retrouver dans plusieurs ingrédients. Donc, si vous avez trop d'audience, eh bien, vous allez avoir de la difficulté à venir contrôler votre fréquence. Parce qu'un même individu pourrait se retrouver dans plusieurs bassins d'audience, alors que si on les regroupe ensemble, et peut-être les individus qui ensemble font du sens, eh bien là on va s'aider au niveau de peut-être plus de justement de la gestion de la fréquence. Donc, utilisez en fait vraiment regardez en fait tous les ingrédients qui s'offrent à vous, qui pourraient composer votre stratégie d'audience, puis par la suite, ben regardez de quelle façon est-ce que je peux regrouper mes ingrédients. Et par la suite, ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'on cherche à amener un consommateur donc d'un point A à un point C, par exemple. Donc, c'est vraiment c'est quoi la séquence de messages pour venir faire en sorte que mon consommateur va peut-être effectuer une action spécifique. Donc, encore une fois, vous regroupez vos différents ingrédients pour former différentes audiences. Puis sur chacune des audiences, quel est le message que je vais adresser à mes audiences pour vraiment l'amener à maximiser une conversion spécifique. Alors, un enjeu, le défi en fait, quand on travaille des stratégies d'audience, c'est vraiment de trouver le parfait équilibre entre la précision, donc l'audience qu'on cherche à rejoindre, et la portée. Comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, la raison pour laquelle on doit tenter de regrouper le plus possible les ingrédients qui ensemble font du sens, c'est vraiment pour aller chercher du volume, puis pour éviter un petit peu justement le fait de peut-être avoir des audiences en fait des individus qui se retrouvent dans plusieurs audiences, donc pour mieux contrôler notre fréquence, pour s'assurer aussi d'avoir du volume, puis faire apprendre les algorithmes en fait par rapport à un volume suffisant. Puis je vais vous montrer en fait, c'est une étude qui a été effectuée là, par Facebook. Dans ce cas-ci, c'est juste pour vous montrer que si on y va avec des trop petites audiences, donc des audiences un petit peu plus nichées, qui sont très précises, mais qui vont être très petites.
peut-être que le lift va être plus élevé. Par contre, quand on regarde en termes de volume impacté, eh bien, c'est sûr qu'on va être beaucoup plus petit que si on y allait avec peut-être plus une audience plus large, donc qui va peut-être être un petit peu moins précise. Donc, on donne plusieurs signaux pour maximiser les chances de rejoindre quand même les bonnes cibles, les bonnes audiences, mais on y va avec peut-être plus d'ingrédients pour aller chercher vraiment plus large. Peut-être que le lift va être moins élevé que finalement des très petites audiences. Par contre, quand on regarde la différence au niveau de l'impact sur le volume de l'audience, on voit que l'audience plus large va être plus profitable. Donc, c'est vraiment de trouver l'équilibre pour ne pas faire de la sursegmentation. En fait, quand on fait de l'hypersegmentation, c'est pas bon. Ça nous donne peu de résultats. Puis, en bout de ligne, dans le fond, aujourd'hui, on est vraiment on laisse travailler des algorithmes. Donc, pour laisser travailler les algorithmes, il faut quand même leur donner des signaux, il faut leur donner du volume. Fait qu'on fait attention à l'hypersegmentation pour pas arriver justement à avoir un volume impacté qui est très faible. Fait que c'est vraiment l'enjeu, je dirais, avec les stratégies d'audience, c'est de trouver l'équilibre entre la précision et la portée. Alors maintenant, afin de mieux comprendre de quelle façon concrètement une stratégie d'audience peut venir s'appliquer, je vais vous donner un exemple fictif. On est la compagnie Roxy. Donc, Roxy lance une nouvelle collection. C'est la collection été 2018 et donc fait une campagne publicitaire pour cette nouvelle collection-là. Dans le cadre de sa campagne publicitaire, donc Roxy pourra avoir différents médias et donc c'est sûr que pour avoir une stratégie média efficace, Roxy va aller rejoindre des gens plus pour venir travailler la notoriété, la considération et l'action. Donc en notoriété, on sait que la vidéo, c'est un excellent format qui vient vraiment nous aider à travailler la notoriété. Donc dans ce cas-ci, Roxy cherche à faire connaître en fait sa nouvelle collection d'une façon peut-être un petit peu plus aspirationnelle. Donc, créer une vidéo pour présenter un petit peu vraiment de façon plus aspirationnelle cette collection-là. Et au niveau de sa stratégie d'audience, va décider d'aller chercher vraiment une audience plus upper funnel. Et donc, qu'est-ce qui va composer les ingrédients qui vont venir un petit peu composer justement peut-être cette audience-là? Ça va être les ciblages démographiques. Donc, Roxy va chercher à rejoindre peut-être plus des femmes âgées entre 18 et 35 ans. Des ciblages par intérêt, donc ce pourrait être des gens qui ont liké des pages reliées au surf, reliées au voyage. Elle pourrait aller chercher aussi des segments in-market. Donc, on a vu les ciblages comportementaux. Donc, on peut aller chercher des segments in-market pour le voyage. On parle beaucoup de la collection été 2018. Justement, on parle de bikini, tout ça. Donc, des fois, peut-être plus des gens qui partent en voyage. On sait que le lookalike aussi peut être très intéressant pour du upper level parce qu'on peut aller chercher toutes les actions qu'on cherche à maximiser sur le site de Roxy, donc le monde qui ont acheté un produit ou les gens qui, par nos adresses courriel, on le sait, quand ils achètent un produit, ben, ils donnent leur adresse. On a l'adresse courriel aussi, donc on prend les segments de base de données, adresse courriel et les pixels sur le site, donc tous les gens qui ont acheté un produit sur Roxy, puis on fait un lookalike de ces gens-là. Donc, fait que tout ça, ça pourrait composer en réalité notre audience peut-être plus upper level, qu'on pourrait l'appeler, notre ciblage haut niveau. Et donc, tous ces gens-là, tout d'abord, on va les exposer à une vidéo aspirationnelle qui va présenter la nouvelle collection de Roxy. Donc, ça va être un petit peu la tactique pour ce volet-là. Maintenant, on est rendu plus... On va aller regarder plus les audiences, peut-être qui sont déjà un petit peu engagées envers la marque. Et donc, ces gens-là, ben, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur présenter concrètement, à travers un format carrousel, des éléments, dans le fond, des pièces de vêtements faisant partie de cette collection été 2018. Donc, le carrousel sur Facebook devient justement peut-être un format publicitaire qui peut être intéressant, donc pour venir présenter différents éléments de cette collection-là. Et en termes d'audience, eh bien, donc, ce qu'on va utiliser, ça pourrait être, par exemple, tous les gens qui auraient interagi avec la page Facebook de Roxy, qui ont déjà liké, qui ont déjà commenté. Donc, c'est des gens qui connaissent déjà la marque parce qu'ils ont déjà interagi avec celle-ci. Et donc, peut-être que dans ce cas-ci, ça pourrait être pertinent de venir leur présenter différents éléments de cette collection-là.
Ensuite de ça, on en a parlé tout à l'heure, la fréquence effective, c'est important pour venir maximiser de la conversion. Donc, on avait une vidéo tout à l'heure, donc plus en volet notoriété, eh bien, on pourrait donc recibler, exposer en fait ce carrousel-là à tous les gens qui ont visionné plus de 75% de la vidéo. Ils ont déjà démontré un intérêt, donc sont déjà plus engagés. Alors, on pourrait vraiment spécifiquement leur présenter maintenant les pièces de collection faisant partie de cette édition 2018 de la collection Roxy. On pourrait aussi décider d'aller chercher tous les gens qui ont visité donc le site web de Roxy, mais qui n'auraient pas nécessairement acheté encore. Ou on pourrait prendre toutes les bases de données courriels des gens qui ont acheté un produit au cours des 3 derniers mois. Donc, c'est quand même assez récent, mais peut-être que ils sont déjà engagés envers la marque, ils ont déjà effectué un achat. Donc, peut-être que pourraient être intéressés à d'autres produits à l'heure actuelle. Donc, tous ces ingrédients-là pourraient venir former en fait notre deuxième audience qu'on pourrait appeler plus d'engagement, des gens qui sont déjà connaissent déjà la marque. C'est juste que là, peut-être qu'il faut faire en sorte qu'ils considèrent des éléments spécifiques de cette collection-là pour venir maximiser de la conversion éventuellement. Et maintenant, notre dernier niveau d'audience, eh bien là, on pourrait être vraiment sur le volet de l'action. On sait que les formats, les Dynamic Ads, dans le fond, sur Facebook, ce sont des formats qui peuvent être très intéressants pour vraiment venir favoriser de l'action directe. Donc, dans ce cas-ci, le Dynamic Ads, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est vraiment de venir afficher des éléments personnalisés. Donc, une personne qui, par exemple, aurait mis une pièce de vêtement dans un panier d'achat, mais qui n'aurait pas passé à l'action, qui ne l'aurait pas acheté, eh bien, on peut aller lui réexposer spécifiquement cette pièce de collection-là. Donc, fait que dans ce cas-ci, Roxy pourrait décider d'utiliser ce format-là pour le niveau de l'action. Et en termes d'audience, eh bien, il pourrait utiliser en fait tous les gens qui ont mis un item dans le panier d'achat, mais qui n'auraient pas effectué la transaction, qui n'auraient pas nécessairement passé au paiement de l'item. Donc, on réexpose à ces individus-là les pièces qu'ils ont mis dans le panier d'achat, mais qui n'ont pas encore acheté pour vraiment leur faire un petit reminder, un petit rappel dans le fond, de venir acheter l'item qui peut-être qui était convoité de leur côté. Donc, c'est un petit peu pour vous expliquer de quelle façon est-ce que on peut faire des regroupements d'ingrédients pour créer des audiences et que par la suite, en termes de stratégie de message aussi, on peut venir adapter donc le message et les actions, bien sûr, les médias utilisés pour vraiment venir nous aider à favoriser le passage d'une étape à l'autre dans le parcours d'achat du consommateur. Donc, c'est pour ça que la stratégie d'audience, c'est un élément clé. Vous travaillez une campagne publicitaire, vous travaillez une stratégie annuelle, peu importe. C'est vraiment important de venir réfléchir à votre stratégie d'audience parce que votre stratégie d'audience va aussi guider votre stratégie de message. Et donc, pour que ce soit efficace, il faut vraiment regarder tout ce qui est disponible, tous les ingrédients qui peuvent venir composer votre stratégie d'audience et par la suite, en fait, vraiment venir faire les regroupements et identifier, bien, dans le fond, c'est quoi le média qu'on va utiliser pour chacune des étapes et c'est quoi le message qu'on va mettre de l'avant pour finalement venir maximiser donc les conversions ultimes. Maintenant qu'on a parlé vraiment là, de stratégie, en fait, de création d'audience et finalement de différentes stratégies de ciblage, eh bien, j'aimerais quand même vous expliquer un petit peu plus la façon technique qu'on peut aller se créer spécifiquement là, donc l'audience en question. Donc, pour ce faire, pour aller se créer une audience de reciblage, eh bien, on peut soit utiliser des pixels. Donc, pour vous expliquer, donc qu'est-ce que c'est un pixel? En réalité, c'est un bout de code dans le fond, qui va nous être, qu'on va aller créer ou qu'on va obtenir, dans le fond, par le biais des fournisseurs. Donc, ça peut être un pixel Facebook, ça peut être un pixel pour, dans le fond, les réseaux publicitaires. Et qu'est-ce que ça fait en réalité? C'est qu'on peut installer ce bout de code-là, donc, sur différentes pages ou spécifiquement, en fait, sur des boutons d'action, donc, de son site web. Puis, en bout de ligne, c'est que ça installe un cookie dans le fond, qui va vraiment permettre, lorsqu'un utilisateur finalement visite cette page en question-là ou clique sur le bouton en question, et ça va vraiment permettre de suivre l'internaute, dans le fond, les internautes qui sont passés sur cette page-là pour leur montrer, en fait, tout au long de leur navigation, donc sur d'autres sites web, bien sûr, eh bien, les bannières appropriées à leurs besoins. Donc, s'il va sur Facebook, eh bien,
on va reconnaître finalement le cookie, donc et on va pouvoir dire on affiche à cette personne-là la publicité parce qu'il fait partie donc de la liste de reciblage. Ou s'il navigue donc à travers différents sites qui appartiennent à des réseaux publicitaires, par exemple, eh bien, on va être capable de l'identifier là, par le cookie. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que ça fonctionne. Une autre façon, en fait, qui est très simple là, aussi d'aller se créer ou recibler des audiences, c'est via donc la création d'audiences sur Google Analytics. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que directement dans Google Analytics, on peut aller se créer des listes de remarketing. Donc, c'est vraiment très simple à mettre en place. On peut dire, par exemple, moi, je veux recibler, donc, je me crée une liste d'audience à partir de tous les gens qui ont, dans ce cas-ci, peut-être été exposé donc à une de mes publicités sur YouTube. Peut-être la limite au niveau de la création de listes ou d'audience, donc sur Google Analytics, dans ce cas-ci, c'est qu'on reste vraiment dans l'environnement Google. Alors, on peut juste se créer des listes à travers finalement YouTube, à travers le Google Display Network ou à travers AdWords. Donc, c'est vraiment les seuls éléments là, de création d'audience qui peuvent fonctionner pour le remarketing. On peut pas là, donc utiliser Google Analytics, la création de listes d'audience en fait, pour aller recibler par exemple sur Facebook. Ça ne fonctionne pas. Donc c'est sûr que c'est intéressant, mais ça a ses limites. Donc des fois on peut utiliser un mix des deux, donc du pixel pour certains éléments et peut-être se créer les audiences via Google Analytics pour l'environnement du moins qui est vraiment Google. Alors, si on regarde un petit peu les modes d'achat les plus connus, on voit bien sûr qu'il y a le coût par mille, donc on appelle le CPM. Il y a le coût à la durée, donc par exemple sur des habillages, sur la presse, on va beaucoup utiliser ce type d'achat. Il y a les coûts par visionnement, il y a les coûts par clic, il y a les coûts par engagement, il y a les coûts par acquisition. Dans le fond, le coût par acquisition, dans ce cas-ci, ça peut être différents KPI, soit d'accumuler des nombres de personnes, de courriels, de devenir membre, de générer des leads, ça peut être de générer des complétions de formulaires,
générer des ventes. Donc, ça dépend vraiment. Le CPA peut en réalité être plusieurs KPI, disons, là, ça dépend vraiment qu'est-ce qui pour toi, qu'est-ce qui pour l'annonceur en réalité le CPA représente. Donc, du premier mode d'achat qui est très commun, le coût par mille, donc le CPM. En réalité, le CPM, c'est un mode d'achat qui peut être intéressant pour vraiment aller travailler un petit peu plus de la portée. Aller travailler vraiment plus, donc un nombre, par exemple, de vues, un nombre d'impressions. Donc, si on veut vraiment s'assurer donc d'avoir la portée la plus optimale, d'aller rejoindre le plus de consommateurs uniques possible, eh bien, c'est sûr que le CPM peut être un bon mode de ciblage, un mode d'achat, excusez-moi. Donc, eh bien, c'est sûr que le CPM va peut-être plus fonctionner lorsque là, on a un média en réalité qui joue un rôle peut-être plus de notoriété dans notre stratégie. Donc, dans ce cas-ci, le CPM peut être une très bonne façon là, d'acheter. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est qu'en réalité, l'annonceur va payer à chaque fois que la publicité va être donc téléchargée. Là, ça va devenir comme une impression. Est-ce que l'impression va véritablement être vue? Pas nécessairement. Donc, on n'a pas cette vue-là. Dans le fond, on peut demander aux différents fournisseurs l'indice de viewability, on en avait un petit peu parlé, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment à chaque fois là, que l'annonce est téléchargée, eh bien, ça compte pour finalement une impression dans ce cas-ci. Est-ce que 1000 impressions veut dire 1000 visiteurs? Dans ce cas-ci, c'est pas nécessairement le cas parce qu'un même utilisateur peut être exposé 3 fois, par exemple, à une publicité et finalement, ça sera pas le 1000 impressions, donc on va en considérer 3 pour ce visiteur spécifique-là. Donc, fait qu'en bout de ligne, l'annonceur va vraiment payer à l'exposition publicitaire. Je vous dirais, ça dépend toujours, là, mais un CPM moyen, là, on peut utiliser peut-être comme guideline, en fait, 20 à 25 $. Ça dépend bien sûr de plusieurs paramètres du format, de l'audience, mais vraiment, on pourrait utiliser comme guideline 20 à 25 $. Donc, le CPM est un mode d'achat qui peut être très intéressant. Lorsque l'on travaille plus, lorsqu'on utilise un média qui a un rôle un petit peu plus de notoriété dans notre stratégie, lorsqu'on a des objectifs, lorsque notre KPI en réalité est vraiment plus de maximiser les vues, la portée, donc de notre annonce. Alors, un autre mode d'achat qu'on a, c'est le coût à la durée. Donc, le coût à la durée, c'est qu'on va payer vraiment, dans le fond, pour, par exemple, une journée complète. Donc, un exemple plus spécifique, on est sur lapresse.ca, on achète un habillage et on va vraiment acheter un coût à la durée. Donc, on achète une journée complète. Donc, juste pour vous donner une petite idée, des fois, ça peut coûter environ entre 20 et 25 000 $ par jour pour aller rejoindre une moyenne peut-être de 1 million d'impressions. On peut aussi utiliser d'autres types d'achats, donc un habillage, par exemple, sur le widget de Météo Média pourrait nous coûter peut-être un petit peu moins cher, 5 000 $ environ, mais dans ce cas-ci, on irait rejoindre peut-être plus 400 000 impressions. Donc, vraiment, le coût à la durée va être très intéressant lorsqu'on est plus sur justement des placements avec des formats peut-être plus d'impact, des formats plus spécifiques. Donc, dans ce cas-ci, on travaille plus la notoriété, la considération peut-être aussi. Et là, le coût à la durée vient vraiment intéressant. Donc, c'est sûr que ça permet de donner des bases de calcul très simples lorsque les campagnes sont peut-être exécutées sur des plus petits sites. Donc, ça, c'est un avantage. Puis, quand on est à l'inverse sur des très grands portails, on maximise la portée. Donc, à ce cas-ci, ça peut être vraiment intéressant. Le coût à la durée, une journée complète, ça peut être très profitable. Par contre, c'est sûr que quand on est sur des grands portails, c'est assez dispendieux. Puis, les impressions, en réalité, sont pas garanties parce que on achète vraiment une journée. Alors, dépendamment du trafic qu'il va y avoir cette journée-là, eh bien, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va avoir obtenu. Un autre mode d'achat qu'on a, c'est vraiment le volet du coût par visionnement. Donc, le coût par visionnement au niveau du vidéo n'est pas disponible, je dirais, sur l'ensemble des médias. Des fois, on n'aura pas le choix d'acheter au CPM. Par contre, quand je vous parlais de paramètres d'optimisation, quand on achète au CPM, mettons, de la vidéo, il est possible, en fait, de dire à notre algorithme de s'optimiser sur la vue complétée. Donc, on peut acheter d'une façon, mais venir optimiser d'une autre façon. Donc, par exemple, au niveau du coût par visionnement, donc c'est sûr qu'il y a des médias qui acceptent et qui permettent
ce type d'achat-là? Eh bien, dans ce cas-ci, c'est que l'annonceur va payer seulement lorsque l'internaute va choisir de visionner une vidéo ou continue de lire une vidéo qui est chargée alors qu'il parcourait finalement un contenu vidéo. Donc, par exemple, c'est disponible en TrueView sur YouTube, donc lorsque la vidéo est skippable, donc c'est un format c'est un mode d'achat donc qui existe, qui fonctionne. Donc, vraiment, quand on achète au coût par visionnement, en réalité, on vient encore une fois peut-être plus travailler donc des objectifs de notoriété ou de considération. Donc, fait quand la vidéo, en réalité, en règle générale, souvent la vidéo va quand même plus jouer sur ce levier-là, mais quand la vidéo va venir travailler un rôle plus de notoriété, de considération, eh bien, quand le coût par visionnement est disponible, eh bien, c'est vraiment un mode d'achat qui peut être très intéressant. Et si c'est pas disponible, eh bien, une autre façon de faire, c'est d'acheter au CPM, mais vraiment de venir optimiser au visionnement complété ou au visionnement, disons, à 75%. Alors, un autre mode d'achat qui est disponible, le coût par clic. Quand on est peut-être plus au niveau de soit travailler donc de la considération ou vraiment de l'acquisition, de l'action directe, le coût par clic peut être une métrique d'achat, donc peut être un mode d'achat. Souvent, on va vraiment plus travailler en termes de, si on a des objectifs de générer un maximum de visites, par exemple, sur son site web, eh bien là, dans ce cas-ci, le clic pourrait être un indicateur. Donc, le clic souvent va renvoyer justement sur une page, donc un annonceur. Donc, alors, l'annonceur paye en quelque sorte au résultat. En règle générale, peut-être un prix moyen, ça peut être 1,50 $ du clic. Ça dépend toujours, bien sûr. Faut quand même se poser la question, tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, un clic, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que un utilisateur qui clique, en réalité, quel va être le rebond? Est-ce qu'il va rester sur la page web? Ou est-ce qu'il va quitter instantanément? Donc, c'est sûr qu'un clic, ça veut peut-être pas toujours dire grand-chose. Donc, quand on est capable de peut-être plus optimiser sur un autre paramètre que le clic, c'est vraiment idéal. Des fois, on n'a pas le choix. Des fois, pour certaines raisons, on peut pas pixeliser donc nos environnements. Alors là, des fois, on n'a pas vraiment d'autres moyens. On travaille d'action, mais on peut pas acheter au CPA ou on peut pas acheter au CPM et optimiser sur justement un paramètre très précis. Dans ce cas-ci, des fois, le clic peut être un mode d'achat. Il y a des médias aussi, donc je vous parlais tout à l'heure de Google Sponsor Promotion, qui dans son cas, on paye uniquement au clic, donc le mode d'achat est de cette façon-là, fonctionne ainsi. Donc, c'est sûr que, tu sais, quand il y a d'autres paramètres d'achat disponibles, des fois, le clic, c'est peut-être pas le meilleur indicateur. Donc, vraiment, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'un clic, ça veut dire pour nous? Des fois, ça veut pas dire grand-chose. Donc, il faut vraiment peut-être essayer de passer par un autre mode d'achat, une optimisation sur, quand on travaille en action, peut-être plus spécifiquement sur vraiment un KPI très précis. Si, par exemple, on veut maximiser finalement les visites sur notre blog, eh bien, oui, on peut acheter au coût par clic, mais si on achète au CPM puis on optimise sur les visites de 15 secondes et plus, par exemple, sur notre page de blog, des fois, ça peut être plus intéressant. Alors, une autre métrique, un autre mode d'achat qui est certes de temps à autre disponible, c'est vraiment le coût par engagement. Vous pouvez voir CPE, CPI. Ça peut être un coût par interaction, là, c'est un autre terme qui est aussi utilisé. Dans ce cas-ci, souvent, c'est une bannière qui va être soit standard, donc un display standard ou animé avec un call to action fort, ou est-ce qu'on va vraiment payer, par exemple, lorsque la vidéo ou bien le microsite va être déployé. C'est sûr que c'est pas tous les médias là, qui permettent d'acheter au niveau d'un coût par engagement. Des fois, encore une fois, on peut acheter sur un autre paramètre, donc au CPM, mais optimiser, par exemple, sur l'interaction, donc sur Facebook, par exemple, pour maximiser un petit peu plus finalement les clics, pas les clics, mais partages, les émoticônes, les likes. Donc, vraiment, on peut optimiser sur un autre paramètre d'interaction. Quand le coût par engagement est disponible, souvent, ce qu'on voit, là, en fait, ça peut varier entre 1 $, 1,50 $. Souvent, ça requiert aussi un investissement minimum, donc de 15 000 $. Alors, vraiment, le coût par engagement vient peut-être un petit peu plus travailler la considération, des fois l'action. Mais c'est un mode d'achat qui, sur certains médias, va être disponible. Et un autre mode d'achat qui est intéressant, c'est vraiment le coût par acquisition.
Ça peut être du CPA. Sur mobile, ça peut être du CPI. Donc, un coût par action, en réalité, un cost per lead, un coût par installation si on est justement sur le mobile, donc vraiment pour plutôt installer une application mobile. Dans ce cas-ci, souvent, on est vraiment plus sur de l'action directe. On utilise ce mode d'achat-là lorsque vraiment l'objectif, c'est de maximiser de l'action, vraiment finalement la finalité de notre funnel de conversion. Donc, on va vraiment avoir des objectifs en termes d'adhésion. On va vraiment maximiser le ROI dans ce cas-ci. Donc, souvent, l'annonceur va vraiment payer au prorata du chiffre d'affaires général à la suite du clic, selon le CPA ou le CPI qui est prêt à bider. Donc, en réalité, ça, c'est un mode d'achat quand c'est disponible. Donc, qui souvent va être beaucoup moins risqué pour l'annonceur, mais beaucoup plus risqué pour l'éditeur dans ce cas-ci. Donc, quand vous pouvez acheter au CPA, c'est vraiment intéressant. Sinon, on peut acheter sous un autre mode, mais vraiment venir optimiser sur, finalement, le CPA. Donc, quand on travaille une stratégie, en fait, d'action, quand on utilise le média, donc pour vraiment, d'un point de vue, dans la stratégie média, son rôle, c'est de générer vraiment de l'action, générer de l'acquisition. Dans ce cas-ci, vraiment, c'est super important. Il faut utiliser, donc, on peut acheter sur un autre mode, mais il faut vraiment optimiser donc au niveau de l'action, au niveau de finalement le KPI qu'on cherche à maximiser dans ce cas-ci. Donc, je vous mets un petit graphique ici là, qui résume quand même un petit peu les modes d'achat selon les objectifs poursuivis. Donc, souvent, c'est justement en fonction du rôle du média dans la stratégie publicitaire. Donc, si on refait un petit recap, quand on achète au coût par mille ou au coût par vue, souvent, on va travailler davantage des objectifs de notoriété. On va l'utiliser donc sur des formats peut-être soit standards, mais des formats enrichis aussi peuvent être très intéressants. Et en termes de KPI, d'optimisation, de mesures qu'on va suivre, ça va être beaucoup plus l'impression, le visionnement, donc la portée en bout de ligne. Ensuite de ça, pour tout ce qui est le CPE, donc le coût par interaction, dans ce cas-ci, on a vraiment un objectif de maximiser l'engagement, l'interaction. Des formats enrichis peuvent être très, très appropriés donc pour ce faire. Et en fait, le volet de la mesure, ça va être plus l'optimisation qu'on va en faire, ça va être plus le taux, le temps d'interaction à l'intérieur du créatif. On peut acheter au niveau du coût par clic. Donc, souvent, l'objectif, ça va être plus de générer des clics, des visites. Tel que je vous le mentionnais, il faut se poser la question, est-ce que le clic, c'est vraiment le meilleur mode d'achat, la meilleure métrique? Ce que ça va nous donner comme mesure, c'est le nombre de clics. Des fois, bon, c'est sur un clic, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un mode qui existe. Et sinon, il y a vraiment, dans le fond, tout le type d'achat, plus au niveau du CPA ou du CPI pour l'installation. On a des objectifs, donc vraiment plus de conversion dans ce cas-ci. On a des objectifs plus de ROI, puis donc la mesure, ça va être plus, par exemple, le nombre de ventes, le nombre d'installations. Et donc, pour terminer avec le volet des modes d'achat, c'est certain donc qu'une campagne optimale souvent va inclure plusieurs modes d'achat. On n'achètera pas toujours uniquement dans l'ensemble de nos médias, par exemple, au CPM, et on n'optimisera pas toujours, en fait, au nombre de vues, par exemple, au nombre d'impressions. Vraiment, ça va dépendre du média et du rôle dans la stratégie. Et puis, une approche média conversationnelle peut être une approche quand même intéressante à exploiter. C'est un petit peu finalement d'y aller de la façon inversée. C'est de débuter avec vraiment le volet très précis. Donc, qui sont les clients qui ont vraiment spécifiquement manifesté un infolette? Donc, par exemple, qui ont effectué une recherche. On y va avec justement nos audiences de remarketing. Ça peut être au niveau des newsletters, ceux qui lisent en fait nos infolettes. Ensuite, on étend l'audience avec du média ciblé. Donc, ça peut être de l'achat, donc de deuxième et de second ou third data. On peut utiliser des lookalikes à travers, dans le fond, tous ces gens spécifiques-là qui ont peut-être justement fait une action spécifique sur notre site web, par exemple. Et par la suite, on y va avec
on étend plus la portée avec de l'achat premium ciblé, donc selon les apprentissages, puis on capture les données pour recommencer le cycle. Donc en réalité, tu sais, ce qu'on peut faire, dans le fond, la pyramide inversée là-dedans, dans cette approche média conversationnelle, c'est de partir avec les gens qui interagissent, donc les gens spécifiques qui ont fait une action, puis finalement, on l'élargit on part de ceux-là pour aller en chercher d'autres, donc, mais plus haut dans le funnel de conversion en bout de ligne.